Alors, je vais essayer de vous faire un petit voyage au pays des ondes acoustiques. De temps en temps, je vais quand même regarder l'heure, parce que si je me laisse écouter, si j'ose dire, là, je peux baratiner pendant longtemps. Mais je suis quand même borné par ça. Alors, le problème de ce type d'introduction au son, à la musique et aux ondes acoustiques, c'est que c'est très vaste. Donc, la première question qui se pose, généralement, c'est comment commencer? Parce qu'une fois qu'on est dedans, finalement, après, tout va bien. Ceux qui s'en conçoivent bien s'énoncent clairement, et les mots après, pour le dire, arrivent relativement aisément. Alors, je me suis dit, bon, c'est quand même Benjamin qui m'invite, enfin, et Florence aussi, mais c'est Benjamin qui m'a un peu poussé à ça, et donc je me suis dit, je vais commencer pour Benjamin. Alors, c'est quoi ça? Ça, ben, je le dirai après. Mais en tout cas, ce qui va m'intéresser, c'est la première phrase. Alors, la première phrase, effectivement, il faut un peu avoir les yeux, j'allais dire, de la foi. Mais la première phrase qui est ici, et que je représente là, c'est « In principio erat verbium ». Au départ, était le verbe. Pourquoi? Parce que l'acoustique, ça commence par là. Au départ est le verbe, donc au départ est l'acoustique. Donc je suis sûr que Benjamin sera content de ce rappel à Jean, si j'ose dire. Et donc le livre dont c'est issu, c'est les grandes heures d'Anne de Bretagne, même si évidemment c'est fait bien avant, mais je trouvais la présentation assez jolie. Les heures des personnages célèbres étaient quand même assez richement décorées. Alors, j'ai dit onde et j'ai dit acoustique. Donc mes conférences commencent très souvent par la définition des mots. Qu'est-ce que c'est qu'une onde? Alors, visiblement, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui se trouve à Nancy, nous dit que autour de 1112, eh bien, on définit un mot qui s'appelle unde, qui doit sûrement venir du latin. Et l'onde est un mouvement sinueux de l'eau agitée. Donc c'est assez vrai, ça. Il n'y a rien à redire par rapport à il y a presque 1000 ans. C'est assez vrai. Une onde, c'est bien ça. Par exemple, ça, c'est bien un type d'onde. C'est pas toutes les ondes, mais c'est bien un type d'onde. Donc on gardera ça en mémoire, hein, un mouvement sinueux de l'eau agitée. Et puis, quand je parle, je pourrais très bien dire un mouvement sinueux de l'air agité. Ça marcherait aussi. Alors, acoustique. Alors, cette fois-ci, il y a la deuxième source dont je me sers toujours pour définir les noms. C'est le Alain Ray, Dictionnaire culturel de la langue française, qui nous raconte ça. Donc, effectivement, acoustique est comme énormément de mots en français, pas tous, mais énormément, emprunté au latin, qui lui-même a emprunté au grec. Et puis, ben, il y a une série de mots, disons, voisins, qui contribuent aussi au sens. Et donc, en gros, acoustique vient de acousticus, de acoustikos, et donc percevoir, comprendre, et puis qui concerne l'ouïe, ben oui, l'ouïe de oui à oui. Et donc, effectivement, nos oreilles sont quand même un capteur relativement important dans cette idée. Mais ça, c'est le capteur récepteur. Il faut un capteur émetteur, et je vous en dirai un mot tout à l'heure. Alors, le CNRTL, dont je vais parler tout à l'heure, dit ça, pareil, sauf que, eh bien, on ajoute que le terme acoustique a été créé, en fait, en 1700, par quelqu'un qui s'appelle Joseph Sauveur, dont l'histoire a balayé le nom complètement, mais c'est quand même à lui qu'on doit le mot acoustique. Alors, voilà, le monsieur, il fait de la musique, et il fait des sons. Alors, effectivement, là, je rejoins Benjamin quand il dit musique, son, bruit. Effectivement, Gaston Lagaffe pense qu'il fait de la musique. Les lapins sont moins d'accord. Et nous sommes en but à énormément de sons et de bruits qui nous traversent tout partout. Et donc, il faut faire un peu le mélange dans tous ces mots, son, musique, bruit et acoustique. Et donc, le son, en fait, c'est un ancien mot aussi, d'origine indo-européenne, donc un tout petit peu plus loin. Et Monsieur Sauveur a dit ça. J'aime bien cette distinction entre musique, acoustique, son. Et voilà, parce que au lieu que la musique a pour objet le son en tant qu'il est agréable à l'ouïe. Alors voilà, c'est ça la définition en 1700 de la musique. Hein, c'est du son, mais agréable à l'ouïe. Alors ça laisse effectivement voir que c'est une notion relative. Pourquoi? Parce qu'il y a des sons que vous allez aimer et des sons que vous n'allez pas aimer. Mais ça, on voit bien tout de suite que l'individu est important, tout simplement parce qu'il y a des sons que moi j'aime et que vous n'allez pas aimer, et réciproquement. Hein, par exemple, à mes enfants, j'ai imposé quand ils étaient jeunes, c'était comme ça, Jean-Jacques Goldman et Michel Berger. Et puis c'est tout.
un jour, il y a des gens qui sont là, qui ont fait écouter à mon fils la Calas, et mon fils a éclaté en sanglots. Méchant. Mais il n'en tient pas rigueur. Donc voilà, donc en fait, très jeune, on se fait son oreille, si j'ose dire, et c'est une perception, qui n'est pas tout à fait scientifique, qui est relative à l'individu. Alors après, on pourrait se dire, mais d'où vient cette perception? Ça, voilà, on verra après. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire. Donc l'histoire, un peu comme m'a demandé un peu Benjamin, l'histoire de l'acoustique, des sons, de la musique. Histoire et histoire, parce qu'autour de la grande histoire avec un grand H, il y a aussi des petites histoires, mais aussi avec un grand H, parce qu'il n'y avait pas de raison. Et donc, je vais essayer d'évoquer un tout petit peu ça. Alors forcément, l'histoire, elle est bornée par ce qu'on connaît, c'est-à-dire que les gens qui ont écrit. Il y a peut-être des tas de choses avant. Et puis, il y a peut-être des tas de choses dans d'autres civilisations, en particulier la chinoise. En tout cas, pour nous, c'est l'histoire commence généralement chez les Grecs. Pourquoi? Parce qu'on a très vite vu qu'une corde tendue et frottée, eh bien, ça émettait un son. Et donc, notre camarade Pythagore a fait les premières expériences sur ces cordes vibrantes, simplement en mettant des cordes ou plus minces ou plus épaisses, ou plus longues ou plus courtes. Et avec ça, eh bien, il tirait des notes plus ou moins aiguës, plus ou moins graves. Les instruments de musique, en fait, sont extrêmement vieux. On pourrait presque dire peut-être que c'est le premier instrument, peut-être même avant qu'on fabrique des instruments pour faire quelque chose, un marteau, etc. Parce que dès qu'on tape sur quelque chose, déjà on fait de la musique. Et sans doute la musique est l'un des premières choses non naturelles que va fabriquer l'homme. En tout cas, voilà. On commence là parce qu'effectivement, il y a un aspect un peu scientifique. Le problème des cordes vibrantes va agiter les gens au XVIIIe siècle. Alors, autre savant évidemment connu, Aristote. Alors là, c'est déjà un problème beaucoup plus pratique parce que lui, il va s'intéresser à l'écho. Alors, on sait bien qu'il y a quelque chose que nous ont légué les Grecs et les Romains, c'est les amphithéâtres. D'ailleurs, le nom vient de là. Et effectivement, ces gens-là se sont penchés sur l'acoustique des salles. C'est un problème qui existe encore aujourd'hui. Et donc, il y a un certain nombre de choses sur la réflexion des sons, la réverbération, j'utilise le langage d'aujourd'hui, qui ont déjà été mis à jour en ce temps-là. Et effectivement, on sait très bien qu'on fait de nouveau des sons et lumières dans les amphithéâtres. À Lyon, il y a un amphithéâtre gallo-romain dans lequel, effectivement, on fait de la musique ou du théâtre. Donc, ça veut dire que ça fonctionnait bien. Il n'a pas été nécessaire de tout démolir. Les gens avaient déjà, même s'ils ne savaient pas écrire d'équations, au sens où Benjamin l'a introduit tout à l'heure, eh bien, ils savaient faire des choses. C'est de l'ingénierie, mais ça marche bien. Alors, un inconnu totalement non célèbre, Chrysippe, en fait, lui, il dit quelque chose de très important. Alors, avec les mots d'aujourd'hui, je vous le fais pas en grec, je n'ai pas fait de grec non plus. Une onde, c'est une déformation périodique d'un milieu sans qu'il y ait transport de matière. Alors, ça veut dire quoi, cette affaire-là? Ça veut dire que quand je parle, je vais remuer le mouvement sinueux tout à l'heure, de l'eau. Alors moi, je veux dire le mouvement sinueux de l'air. Mais je fais pas le vide devant moi, enfin en principe. Il n'y a personne au premier rang, donc tout va bien. Je vais pas manger d'ail non plus. Et donc, il n'y a pas de transport de matière. Bon, il m'arrive peut-être d'avoir des petits crachats comme tout le monde, mais ça n'est pas lié à la parole et c'est pas utile à la parole. C'est en plus, c'est cadeau. Donc normalement, quand vous parlez, il n'y a pas de transport de matière. Il y a simplement vibration, le mouvement sinueux de tout à l'heure. Et c'est lui, vous voyez, on est en moins 200 là. Et ça, on l'apprend encore à nos étudiants, la différence qu'il y a entre une onde mécanique, c'est celle-là, et puis d'autres types d'ondes. Alors, vers l'an 0, on y arrive, eh ben, il y a quelqu'un qui s'appelle Vitruve qui va aussi étudier l'acoustique des salles, et éventuellement aussi l'acoustique dans les temples ou les églises, en vue de renforcer les chorales, les chants, la musique. Alors il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui sont venus faire des mesures à Montivilliers. Figurez-vous qu'à l'abbaye de Montivilliers, il y a ce qu'on appelle des vases de Vitruve, qui sont là effectivement pour renforcer les sons. On ne sait pas exactement la nature exacte pourquoi c'était fait. Il y a un certain nombre d'églises un certain nombre d'églises en Europe, pas toutes les églises, mais un certain nombre, où il y a justement ces fameux vases de Vitruve. Alors pour le scientifique, ça va s'appeler un oscillateur de Helmholtz.
Mais en gros, ces vases de Vitruve, alors c'est la forme d'un vase, hein, mais avec différentes dimensions. Et ça a pour but d'amplifier, puisqu'il y a différentes dimensions, on le dira après, ça va avoir pour but d'amplifier des graves ou des aigus, et pas de la même façon. Donc c'est déjà une façon de, alors on n'avait pas de haut-parleur, hein, mais c'est déjà une façon finalement de renforcer, sans doute, le son. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui étudient ça pour savoir comment ça marche, comment ils ont été placés, quelles dimensions, quels matériaux, etc. Donc c'est encore un sujet présent aujourd'hui. Si je frappe mes mains comme ça va être terrible. Alors je vais sauter un tout petit peu le temps, parce qu'il y a des fois des périodes dans l'histoire où il se passe pas grand-chose. Alors je vais vous montrer là une manip que quand j'étais prof en lycée je faisais, qui est assez signifiante pour la conclusion dont on a besoin. On prend un réveil, on fait sonner le réveil. Il est dans une cloche, il y a de l'air dans la cloche. Le réveil sonne, bon ben le réveil sonne, on entend. Maintenant, je vais faire le vide sous la cloche, c'est-à-dire je vais enlever l'air. Alors c'est pas un vide parfait non plus, on s'en fiche, mais et ben qu'est-ce que je fais? Je refais sonner le réveil et j'entends rien. Donc, alors en 1615, il n'y avait pas de réveil, de cloche et de pompe à vide non plus, hein, faut pas croire. Donc il se débrouillait avec les moyens du bord, toujours est-il que, avec les moyens du bord, il est arrivé, Monsieur Sagredo, à la bonne conclusion, c'est-à-dire que si elle vide, eh ben le son ne se propage pas. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un milieu matériel. Alors vous savez très bien, par exemple, que le son se propage bien dans les solides. Si vous habitez en appartement, vous entendez vos voisins de temps en temps, eh bien, vous faites une belle expérience de physique formidable, c'est-à-dire que vous entendez vos voisins grâce à la propagation du son dans les solides, c'est quand même formidable. Bon, des fois on s'en passerait aussi, mais c'est une manip de physique. Et donc, ça c'est fondamentalement différent, par exemple avec la lumière. Vous voyez, la lumière, ça se propage dans le vide. La preuve, c'est que entre le soleil et nous, il y a quand même une bonne plage où il n'y a pas grand-chose, donc il y a pratiquement du vide interstellaire. Et donc la lumière se propage dans le vide. Le son, non. Ou l'onde acoustique, non. Alors, un bloc de 3, là, les gens se sont dit, ça se propage. Il y a un émetteur, bon, ma voix, par exemple, j'y reviendrai, un récepteur, les oreilles, et entre les deux, ça va vite, ça va pas vite, ça se déplace instantanément. Donc, il y a une époque, là, vous voyez, on est au XVIIe siècle, où les gens vont se dire, bah, si ça va d'un certain point vers un autre point, eh bien, est-ce que ça se déplace instantanément? C'est-à-dire que dès que j'émets quelque chose, on entend tout de suite, ou bien est-ce que ça met, comme dirait l'autre, un certain temps? Alors la réponse c'est un certain temps. Alors maintenant la question c'est, oui mais alors ça va vite, ça va pas vite, et à quelle vitesse? Alors on est en 1630, alors Mersenne qui est quand même un acousticien connu au sens où, vous voyez, il a fait un beau livre qui s'appelle Harmonie universelle, on reviendra sur ce mot harmonie après. Donc Mersenne, lui, il va essayer, alors il y a eu 25 ou 30, 40, 50 tentatives, hein. Mais disons, il y a des noms qui sont restés comme ça un tout petit peu dans l'histoire. Mersenne, parce qu'il a fait vraiment un ouvrage théorique. Et lui, il mesure, alors c'est quand même l'ordre de grandeur, hein. C'est pas non plus n'importe quoi, 450 mètres par seconde. Mais c'est quand même approximatif. Alors après, Walker, un tout petit peu après, fait des mesures un tout petit peu plus précises. Newton, avant qu'il reçoive une pomme sur la tête, fait aussi des mesures, hein. En ce temps-là, les gens n'étaient pas confinés dans une discipline donnée, hein. Newton est connu pour la mécanique, mais il fait aussi des choses en acoustique ou ailleurs. Et donc voilà trois personnages donc qui vont montrer que d'abord le son est vraiment à une vitesse de propagation non infinie, donc la transmission ne se fait pas instantanément, et ensuite eh bien, il donne des ordres de grandeur, c'est pas si mal. Alors en fait il va falloir attendre 20 ou 30 ans un peu après, en 1738, pour avoir vraiment une mesure vraiment relativement bonne, vu les instruments de physique de 1738. Alors en fait, c'est des illustres inconnus, hein, enfin je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, avant de faire l'exposé, parce que j'ai quand même fait un peu de recherche, je ne les connaissais pas. Je connaissais cette expérience, mais le nom des auteurs je ne connaissais pas, de Thury, Moraldi et l'abbé de la Caille, qui sont chargés par l'Académie des sciences de mesures nouvelles, parce qu'avant on voyait bien que c'était approché, que ça marchait pas. Alors en fait là à droite c'est la reproduction de leçons de physique de l'abbé Nollet. L'abbé Nollet est un grand propagateur de la physique au XVIIIe siècle. Et en fait cette manip est extrêmement intéressante. Pourquoi? On va tirer des coups de canon de différentes collines. Et la nuit. Alors pourquoi la nuit? Comme ça, quand le boulet va partir, on va voir une lumière.
Et donc, on va pouvoir déclencher une sorte de chronomètre. Et ensuite, une fois qu'on a vu la lumière, parce que la lumière se propage, les gens en ce temps-là pensaient que la lumière se propageait instantanément. En tout cas, par rapport au son, ça va beaucoup plus vite. Et donc, ils se disaient, ben voilà, je vois la lumière, et puis je vais entendre le son après. Si je connais la distance entre l'endroit où j'ai émis la lumière, l'endroit où il y a le canon, et moi, ben, il n'y a pas de souci, je mesure le temps, je connais la distance, je vais avoir la vitesse. Et bien, figurez-vous qu'ils ont mesuré, ces gens-là, 332 mètres par seconde, ce qui est normal, on est la nuit, il fait pas très chaud, hein, c'est 340 à 25 degrés, 330 à 15 degrés, donc c'est tout à fait plausible. Et donc cette manip, c'est une vraie belle manip de physique, hein, qui est racontée en long, un peu en long, en large, en travers. Là, j'ai pris qu'un tout petit bout chez la Benonnet. Alors, effectivement, c'est du vieux français, il y a des fois des choses, alors j'ai pas de marqueur, mais vous voyez un mot ici, là. Voilà, ça c'est nécessaire, vous voyez. Il faut faire attention à ça. Donc c'est un peu rigolo quand on lit, mais en tout cas, d'un point de vue physique, c'est tout à fait bien. Donc en gros, on sait que la lumière, en ce temps-là, on ne sait pas vraiment sa vitesse, mais le son, on la connaît bien, et on sait tous, on a peut-être tous joué à ça quand on était jeune ou même plus vieux. Hein, quand effectivement on voit la foudre et le tonnerre, on se dit, bah voilà, la foudre est tombée à telle distance, parce que voilà, on a mesuré le temps entre la foudre et le tonnerre, qui arrive à vos oreilles. Alors là, je vais parler beaucoup d'expériences, et des expériences c'est bien, mais à un moment donné, il faut, si on veut continuer, si on veut un tout petit peu prolonger les études, eh bien, il faut un peu de théorie. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire un cours théorique là-dessus, mais quand même, je vais vous signaler 3 noms qui sont assez fondamentaux, qui sont Euler, Lagrange et d'Alembert. Ces gens-là, en fait, ils ont écrit des tas de choses théoriques. Vous voyez, on est fin du XVIIIe siècle. Mais ce qu'ils ont fait est totalement vrai. C'est-à-dire qu'on apprend ça encore aux étudiants de nos jours. Hein. On apprend les travaux Euler, ça doit dire quelque chose aux étudiants qui sont là, Lagrange aussi et d'Alembert aussi. Alors, puisqu'il y a histoire et histoire, une histoire sur, on raconte toujours sur Jean-Leron d'Alembert. Alors en fait, ce pauvre Jean-Leron d'Alembert a été abandonné à sa naissance. Hein, c'est un bâtard. Et donc, il a été abandonné sur les marges d'une église, et cette église s'appelait l'église Saint-Jean-le-Rond. Ça se trouve visiblement, enfin ça se trouvait, parce qu'elle n'existe plus, sur un des contreforts de Notre-Dame à Paris. Voilà, donc cet homme-là a quand même été recueilli, il a été éduqué relativement bien, c'est un des grands savants, on va le retrouver tout à l'heure, enfin peut-être le transparent d'après d'ailleurs, sur l'encyclopédie. Donc en fait, là c'est le temps des mathématiciens qui arrivent, c'est-à-dire que on va arriver à... Les matheux ont de leur côté progressé. Euler, c'est un mécanicien, c'est un acousticien, bah oui, tout ça. En ce temps-là, les gens sont beaucoup plus pluridisciplinaires que de nos jours. Lagrange, bon, c'est quand même essentiellement un mécanicien. D'Alembert est quand même beaucoup plus... voilà. Alors, j'y viens. En 1751, c'est l'esprit des encyclopédies, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire le bilan des savoirs qu'on connaît, on va les classer, les classifier, et voilà un tableau de classification des connaissances humaines. Ça s'appelle l'entendement, et on distingue trois choses. La mémoire, alors si vous regardez à gauche, c'est l'histoire, en gros avec des subdivisions. La raison, alors la raison c'est la philosophie, donc tout est philosophie dans la raison. Et à part ça, il y a l'imaginaire, c'est la poésie. Donc moi, ce que je vais regarder, c'est la raison. Donc la raison, c'est forcément quelque chose qui est rangé dans la philosophie. Alors en avant, voilà, alors un zoom. Alors la philosophie, on voit que les lettres PH ici. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les sciences de la nature. Je vais essayer d'aller trouver l'acoustique. Vous voyez qu'il y a... Alors je vais prendre ma petite souris, voilà. Il y a les mathématiques. Alors, je crois même que j'ai dû préparer ça. Voilà. Donc, je regarde dans les sciences de la nature, les mathématiques. Alors, vous voyez, déjà par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui, les mathématiques sont une science de la nature. Il n'y a pas de mathématicien, donc tout va bien. Mais, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça qu'on dit. Hein. Et ensuite, l'acoustique est là. Donc, on n'est pas dans les mathématiques pures. Hein. Non, non, non. Elles sont impures, elles sont mixtes. L'acoustique est là, vous voyez, à côté de l'optique. Et Benjamin, où il est? Où il est, Benjamin? Il est là. La géographie. Vous voyez que finalement, elle était fait pour s'entendre. Hein. On n'est pas si loin. Donc, si vous regardez bien, la géographie, c'est une science de la nature. Ça fait partie des mathématiques.
et ça fait partie des mathématiques mixtes, comme l'acoustique. Vous voyez, les classifications des sciences sont différentes. Alors, je vais sauter parce que là, j'ai parlé d'expérience, j'ai parlé de théorie, et il va y avoir vraiment une avancée assez fondamentale. Ça se trouve plutôt à la fin du 19e siècle. Celui qui va vraiment commencer l'époque moderne, le précurseur des études d'acoustique moderne, eh bien, il s'appelle Rayleigh. Alors, en fait, c'est Lord Rayleigh, donc son vrai nom, c'est Strout, John William, et c'est vraiment lui qui va impulser, disons, l'acoustique moderne. On apprend encore aux étudiants ce que c'est que l'onde de Rayleigh. C'est quelque chose de bien particulier. Ça existe aussi en géophysique, dans les tremblements de terre. Enfin, il y a des tas de choses que Rayleigh forcément n'imaginait pas quand il a écrit ça. Et donc, je vais abandonner l'historique là, parce que je vais le reprendre un peu après, parce que là, j'ai exposé l'acoustique de façon générale, la musique de façon générale. Après, je vais m'intéresser aux ultrasons, qui fera en fait la partie historique après. Donc, en gros, là, on est dans la physique vraiment moderne de nos jours, avec les résultats d'expérience un peu plus précis qu'avant et les résultats de calcul un peu plus précis qu'avant. On a des bonnes méthodes. En gros, on a des bonnes méthodes. Alors maintenant, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Le son, la musique, comment est-ce qu'on émet, comment est-ce qu'on reçoit, comment ça marche? Alors, j'ai déjà un peu effleuré le sujet. On a dit onde. J'ai dit onde. Vous avez dit onde? Mais oui, cher cousin, je vous assure que vous avez dit onde. Alors, c'est quoi onde? Je jette un caillou dans l'eau. Bon. Alors là, vous voyez, là, j'ai jeté un caillou dans l'eau. Et donc, il y a, on a dit tout à l'heure, vers 1100 et quelques, on savait que c'était mouvement sinueux de l'eau. Eh ben, en avant, voilà un beau mouvement sinueux de l'eau. Alors, par la pensée, on met un bouchon. Quand ce mouvement sinueux va passer, qu'est-ce que fait le bouchon? D'où l'expression, est-ce que je vais pousser le bouchon un peu plus loin? La réponse est non. Je ne vais pas pousser le bouchon un peu plus loin, parce qu'il va rester à sa place. Et qu'est-ce qui va se passer au passage de ce mouvement sinueux, dont on a parlé, donc l'onde? Eh bien, le bouchon va osciller verticalement. Il n'y a pas de transport de matière, l'eau ne va pas de la droite vers la gauche, mais le bouchon va osciller. D'accord? Donc c'est comme ça que ça marche. Voilà ce que c'est qu'une onde, et une perturbation de la surface de l'eau, et cette perturbation s'étend, s'étend, s'étend. Et son amplitude diminue, diminue, diminue. C'est comme moi quand je vous parle, en haut on doit m'entendre, en plus j'ai un micro, mais à 300 mètres on m'entendra pas, ça sera trop étalé, donc... Alors un émetteur est nécessaire. Oui, ça c'est vrai, on a toujours besoin d'un émetteur. Là j'ai un petit pense-bête, parce que PowerPoint c'est bien, mais incorporer une vidéo dans PowerPoint, 3 fois sur 4 ça marche pas. Et donc, c'est pas qu'on fait une pause publicitaire, mais c'est que je sors de PowerPoint et je lance un petit quelque chose. Voilà. Alors, on va essayer de le lancer en grand. Est-ce que je peux le lancer totalement? Voilà. Donc, en fait, c'est un haut-parleur. Voilà, un haut-parleur. Et puis, vous voyez, alors, il marche. Et puis, on voit des oscillations, on y reviendra après. Donc, comment ça marche, un haut-parleur? Eh bien, j'applique un signal électrique. Et, alors, vous voyez, j'ai une bobine, là, du fil en rouge, là, c'est du fil de cuivre. Alors, on va le stopper 2 secondes pour que je puisse raconter quelque chose. Hop, juste avant. C'est génial, ces petites choses-là. Pas bouger. Donc, j'alimente par un fil, vous voyez ce petit spirale de cuivre, là. Alors, cette spirale de cuivre, elle est mobile sur cet axe ici. Donc, elle peut bouger. Et cette spirale de cuivre, qui est donc parcourue par le courant que j'ai montré avant, eh bien, cette spirale de cuivre, elle est dans, vous voyez sur le truc bleu, là, c'est un aimant. Et cette spirale de cuivre, elle est solidaire, ici, d'une membrane souple, qui elle-même s'appuie sur une membrane solide. Ce qui fait que si cette bobine bouge, eh bien, la membrane qui est ici bouge pareillement. Vous voyez, elle est solidaire. Donc, si je me déplace à gauche, la membrane se déplace à gauche, à droite, à droite. Et donc, la membrane va faire comme ça. Alors, pourquoi elle fait comme ça? Ben, tout simplement parce que Monsieur Laplace, physicien français, a montré... Alors, ça, bon, je finis ma phrase et je reviendrai après. Monsieur Laplace a montré que lorsqu'il y a des fils parcourus par un courant qui sont plongés dans un champ magnétique, eh bien, ces fils, ils ont une tendance à se déplacer. Alors là, on impose au déplacement d'être uniquement un déplacement longitudinal, comme ça, dans ce sens-là, horizontalement. Et puis voilà. Donc en gros, j'ai un courant électrique, il va osciller, par exemple, je vais prendre
quelque chose de simple, un La 440 par exemple, comme ça c'est une belle note de musique, donc ça va vibrer, eh bien votre haut-parleur, sa membrane va faire ça. Alors cette membrane, elle fait ça, bon, ça ne fait pas de musique, mais qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? Bon, on a déjà vendu la mèche tout à l'heure parce qu'on a déjà vu l'animation précédente. Voilà. Eh bien, quand la membrane va vibrer, vous voyez, elle est entraînée par le petit fil de cuivre, elle vibre. Alors, elle peut vibrer de façon plus compliquée que ça, hein. Dans vos haut-parleurs, quand il y a de la musique, ça vibre beaucoup. Alors, vous voyez, là, j'ai représenté la force du camarade Laplace, qui est oscillante, parce que le courant lui-même est oscillant. Hein, quand vous parlez, il y a des hauts et des bas. Voilà. Alors là, c'est la tension qu'on représente, mais en gros, c'est un peu la même idée. Et donc, vous déplacez votre membrane, et donc, là, ce qui est représenté par des petits ronds, c'est comme s'il y avait des petits bouchons dans l'air. Vous voyez, les bouchons qui étaient dans l'eau, tout à l'heure, je les ai mis dans l'air. Et bien, ils oscillent. Ils oscillent plus ou moins librement, c'est-à-dire ils sont forcés par la membrane. D'accord? Alors en fait, moi, quand je parle, c'est exactement pareil. Moi, je fais le rôle de tout ce qui est à gauche, là, et ben, je fais osciller les bouchons qui se trouveraient dans l'air. Je fais osciller les tranches d'air. Et cette oscillation-là, c'est ça qui arrive à vos oreilles, et c'est pour ça que vous m'entendez. Vous oscillez, donc il y a une membrane là-bas dedans qui oscille. Vous savez le nom de cette membrane? Le tympan. Donc, si vous allez trop fort, vous allez percer votre tympan. Votre tympan, avec l'âge, c'est forcé. Donc, que ce soit les vieux grisons ou les jeunes cons des neiges d'antan, maintenant, de toute façon, votre membrane, elle est élastique, et avec l'âge, elle devient de moins en moins élastique. D'où l'expression, alors ça, c'est pour une fois l'expression française, effectivement conforme à la physique, devenir dur de la feuille. C'est assez vrai. Oui, il y a des expressions, des fois, c'est totalement hors du coup. Mais là, non. Donc, un émetteur est nécessaire, un haut-parleur, mais moi qui suis, je suis élevé, alors je suis aussi un haut-parleur finalement. Eh bien voilà, il y a toujours besoin d'un émetteur, et c'est toujours quelque chose qui va faire vibrer l'air, en gros. On se débrouille pour faire vibrer l'air. Alors, j'ai fait une remarque tout à l'heure sur Laplace, j'ai dit, oui, la force de Laplace. Bon, en fait, c'est pas du tout Laplace qui a écrit la force de Laplace, c'est Ampère. Mais ça, il faut rentrer dans l'histoire des sciences pour voir que les noms, des fois, sont attribués un peu, pas à tort à travers, mais quand même, il y a un peu de mélange. Bref, des émetteurs, on en a un naturellement, mais on sait en faire aussi de façon non naturelle. Alors voilà, résumer un peu ce que j'ai raconté là. Donc, les petits bouchons dont j'ai parlé tout à l'heure, leur mise en oscillation, et puis vous voyez que des zones où les bouchons sont serrés sont des zones de compression, et les zones où les bouchons sont un peu éloignés les uns des autres sont des zones de dilatation. En fait, la pression acoustique est une surpression. On vit sous la pression atmosphérique, c'est 100 000 pascals. Et puis, il y a une surpression acoustique, c'est quelques pascals. Oui, c'est tout petit, hein. Nous sommes une petite perturbation. Même les grands, hein. Moi, je suis pas grand, mais voilà. Donc, tout le monde, quand on parle, c'est une petite... Mais si vous parlez très très fort, hein, c'est toujours une petite perturbation. N'est-ce pas là une expérience fascinante? Donc, oscillation de quelque chose. Alors, on va rester dans la physique un peu. Hein. Parce que, comme Benjamin l'a rappelé, je suis quand même physicien. Donc, une vibration, il y a quelque chose qui vibre, une propagation dans un milieu, eh bien, ça me donne une onde. Voilà, le schéma de l'onde. Alors, qui dit propagation, dit vitesse de propagation. On en a dit un mot tout à l'heure, le son, ça se propage dans l'air avec une certaine vitesse. Et alors, comment caractériser un peu la vibration? Comment caractériser la vibration? Alors, manip géniale, regardez bien, enfin, écoutez bien. Ou bien, dans les deux cas, je fais vibrer, mais il y a des fois où je tape plus souvent que d'autres. Et donc, ce qui va caractériser une vibration, c'est le nombre de coups, le nombre de vibrations par seconde. Et le nombre de vibrations par seconde, ça s'appelle une fréquence. C'est bien ça. Alors, une fréquence, nombre de... Je fais plus. Une fréquence, donc nombre de vibrations par seconde, eh bien, ça s'exprime en Hertz. On va retrouver cette unité très souvent dans la suite. Alors, c'est une unité, donc on utilise comme ça. Non, quand même, on va rendre compte, on va rendre les armes à notre camarade Hertz. Hein, il louait pas des voitures. Hein. Mais Monsieur Hertz, eh bien, il a étudié plein de choses dans les ondes, et donc on peut lui rendre hommage. Voilà, c'est en son honneur qu'on va appeler
que l'unité de fréquence est appelée le hertz tout partout dans le monde. Alors, pour vous donner une idée, grosso modo, votre battement cardiaque, c'est en 1 minute, vous avez 60 battements. Alors, ne me dites pas non, parce que là, c'est très simple, à 60 battements par minute, pour calculer. Parce que ça fait 60 battements en 60 secondes, ça fait 1 battement par seconde, donc ça fait 1 hertz. Alors, le premier qui me dit 80, au tableau. Par contre, si vous êtes à 120 battements par minute, donc à 2 battements par seconde, vous allez être à 2 hertz. Bon, c'est déconseillé, déjà 120, un peu angoissé. Alors 3 hertz, je pense que c'est au-delà du réel. Alors voilà, un petit tableau quantitatif. Dans l'air, effectivement, à 25 degrés, c'est plutôt 140 mètres par seconde. Dans l'eau, c'est beaucoup plus lent, 1500 mètres par seconde. Alors c'est important d'avoir cette vitesse parce que quand on va avoir des sonars de pêche et qu'on veut estimer la distance à laquelle est le banc de poisson, il y a intérêt quand même à savoir comment ça se propage. Et ça se propage vite. Donc en gros, 1500 mètres par seconde. Et s'il y a un peu plus de sel, un peu moins de sel. Oui, bon, d'accord. C'est pareil. Alors nous, on est essentiellement formés d'eau quand même. Hein. Bon, on a quelques solides quand même, mais on est essentiellement formés d'eau. Donc vous voyez, nous, notre tissu biologique à nous, eh bien c'est vers 1500 mètres par seconde. C'est le reflet de ça. Les os, c'est un peu plus dur, c'est un solide, donc c'est plutôt 4000 mètres par seconde. En fait, plus le milieu est dense, plus ça va vite. Dans vos maisons, dans vos bâtiments, comme il y a plein de solides, dès que votre voisin fait du bruit, vous l'entendez, parce que la vitesse est la plus grande. Oui, vous n'allez pas attendre beaucoup, 4000 mètres par seconde. Vous entendez quasiment instantanément ce qu'il fait. Si on était dans l'air, finalement, ça mettrait beaucoup plus de temps, 10 fois plus. Alors, vous voyez ici, il y a un petit graphique là où il y a des fréquences ici, donc en hertz. Notre capteur ici, il entend à peu près de une vingtaine de hertz. C'est les basses fréquences. À 20 kHz. C'est des fréquences comme ça. Agréable, non? Donc en gros, on entend ça. En dessous, non, on appelle ça des infrasons. Au-dessus, non plus, on appelle ça des ultrasons. On y reviendra après. Alors vous voyez que il y a certains niveaux en échelle, en ordonnée, c'est la pression du son. Donc en gros, un peu l'amplitude, la suramplitude. J'ai appelé ça tout à l'heure une surpression par rapport à la pression atmosphérique. Donc vous voyez, les montres, généralement, ça fait peu de bruit. Les oiseaux un peu plus, la conversation un peu plus. Bon, le tambour un peu plus. Les gaz expulsés par les turbines encore un peu plus. Donc il n'est pas conseillé d'aller se mettre à Roissy ou à Orly au voisinage des réacteurs. Enfin, je ne pense pas que vous pourriez y arriver. Vous serez stoppé avant. Les signaux sous-marins, eh bien, sont là. Donc on utilise des ultrasons. Nettoyage aux ultrasons, peut-être que vous avez ça chez vous, ou professionnellement, ou chez vous quand même. Ça se passe là-haut. Donc en gros, nous, avec notre capteur à nous, et notre émetteur à nous, eh bien, on émet là-dedans, dans ces fréquences-là, et on émet, vous voyez, pas des niveaux extraordinaires, on émet même pas 1 pascal, par rapport à 100 000 qui est la pression atmosphérique classique. Alors par contre, c'est nous, mais il y a des animaux qui nous entourent, et qui peuvent être beaucoup plus... avoir un spectre, disons, une étendue en fréquence beaucoup plus importante. Alors j'ai été étonné en présentant, en cherchant un peu de la documentation là-dessus. Je savais que les dauphins, effectivement, allaient dans les ultrasons, mais là, quand même, 200 000 Hz, ça fait quand même relativement élevé, 200 kHz. Et j'ai appris donc que, par exemple, les lapins, eh bien, ils écoutent jusqu'à 42 kHz. Donc, si vous avez des enfants qui piaillent de façon très aiguë, eh bien, votre lapin peut être relativement est au courant, quoi. Il se passe. Et puis, il y a quelques animaux qui sont sensibles aux infrasons, les éléphants, les furets, certains dauphins. Alors, tout de suite, la dimension des oreilles et la fréquence qu'on entend, ça n'a rien à voir. Comme ça, on évacue la question pour après. Voilà. C'est pas parce que les éléphants ont des grandes oreilles qu'ils entendent des basses fréquences. C'est seulement une question de dissipation thermique. Ils ont des grandes oreilles. Alors, chez l'homme, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail de comment ça marche chez l'homme. Alors, je sais très bien qu'en ce moment, il y a des grosses questions sur la parité, donc ce que je vais dire est relativement valable aussi pour les femmes. Et alors, comme on dit après, la phrase d'après, elle est géniale, c'est l'homme pris au sens large. J'adore. Alors, elles vont par deux. Les oreilles. Comme dit la pub, what did you expect? Alors, les oreilles, il y a trois parties, en fait, dans les oreilles. Il y a l'oreille externe.
Donc le pavillon qui va recueillir les données, puis il y a un conduit auditif, alors là il est bien tout propre, il faut le maintenir propre. Et puis après il y a l'oreille moyenne. Alors l'oreille moyenne, son but c'est d'amplifier un petit peu et de mettre en forme un peu le signal acoustique que vous entendez. Et puis après il y a l'oreille interne, c'est là où tout se passe. Alors je suis pas biologiste, même si dans ma vie antérieure j'ai fait une terminale D. Et donc c'est là où on va finalement faire une transformation entre des vibrations produites dans l'oreille moyenne, et on va transmettre ça par un nerf auditif. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe. Alors très important là, très important là, vous voyez, le tympan ici. Là c'est la membrane qui vibre, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Donc forcément, c'est l'entrée. Si ce tympan est percé, ou s'il remue moins, tout le reste, hein, c'est l'élément initial de la chaîne de traitement, c'est ce tympan-là qui vibre ou qui ne vibre pas, ça c'est fondamental. Alors après, derrière, il y a tout il y a le marteau, l'enclume, les osselets, bon, les biologistes ont tout un tas de vocabulaire tout à fait rigolo. L'étrier, mais il n'y a pas de cheval. Enfin bon. Et donc, en fait, dans l'oreille moyenne, il y a une transformation de vibrations mécaniques extérieures, mais qui ne sont pas assimilables par le cortex cérébral. Donc, il y a une suite de transformations de cette onde sonore initiale, celle que j'émets, et celle que vous allez entendre, parce que finalement, vous pourrez se dire, mais qu'est-ce que j'émets finalement, hein? Bon. Et celle que je vais entendre, parce que je vais transmettre ça à l'oreille interne. Donc, en fait, là, il y a finalement une transformation d'énergie entre une onde mécanique et une onde mécanique. Mais cette fois-ci, elle va être dans les solides, cette onde mécanique. Là, elle était dans l'air, là. Hein, vous voyez, là, il y a de l'air, là, ici. Et là-dedans, il y a des solides. Alors, effectivement, ces solides sont un peu montés sur une suspension hydropneumatique, comme on dit chez Citroën. Mais en gros, voilà, c'est quand même des vibrations dans les solides. Et là-dedans, eh bien, va se produire un changement entre un aspect mécanique et un aspect électrique. Alors, je vais pas tout vous décrire. Vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle l'ensemble du nerf auditif. Et puis là, alors, c'est pas représenté, là, c'est le corps de Corti, dans lequel se fait cette transformation-là. Il s'agit d'une transformation chimique. En fait, on va changer les vibrations mécaniques en déplacement d'ions, donc de charge électrique. Et ces déplacements de charge électrique, c'est ce qu'on appelle un courant. Donc en fait, très souvent chez l'homme, c'est ça. À la fin, ça se termine par l'électricité. Pour la rétine, c'est exactement pareil. Vos capteurs vont transmettre dans le nerf optique une série d'impulsions électriques. Dans votre capteur oreille, vous allez transmettre par le nerf auditif des impulsions électriques qui sont analysées après par le cerveau. Mais de toute façon, on se ramène toujours à la fin à un signal électrique. Alors, ce qui est important dans le cas du nerf auditif, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'aspect audition, c'est-à-dire détection d'un signal sonore, et puis éventuellement assimilation par le cortex, et il y a un aspect équilibre. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des problèmes dans les oreilles, vous allez moins entendre, mais en plus, vous pourrez avoir des problèmes d'équilibre. Il faut que ça soit égal, enfin il y a des tas de pressions qu'il faut qu'ils soient égales tout partout. Et donc en fait, c'est ça qui rend ce capteur un peu précieux. C'est-à-dire que non seulement on est dans l'acoustique, mais on est aussi dans l'équilibre pour pouvoir se tenir debout. Alors, c'est très compliqué. Il y a 30 000 fibres nerveuses dans chaque oreille. On pourrait penser, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup à votre avis? À la grosse. Alors c'est beaucoup. Maintenant, par rapport à l'œil, il y en a beaucoup, beaucoup plus dans l'œil. Beaucoup plus. Et pourtant, je vais vous comparer les deux capteurs, c'est-à-dire l'œil et l'oreille, et je vais vous montrer que finalement, l'oreille est un meilleur capteur, vous allez voir en quel sens, que l'œil. Donc l'oreille, c'est mieux. Vous allez voir pourquoi. Alors, la sensibilité lumineuse, vous savez qu'en gros, on voit du bleu au rouge, grosso modo, et on dit souvent, on parle avec un terme qui est quantitatif, qui s'appelle une longueur d'onde, mais en gros, notre visible à nous, c'est 400 nanomètres, 800 nanomètres. Alors je dis notre visible à nous, effectivement, il y a des gens qui sont daltoniens, ça occupe cette affaire-là presque 8% des hommes, hein, donc c'est sexué, hein,
est daltonien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes daltoniennes, il n'y a que des hommes. Et il y en a beaucoup finalement, plus ou moins, mais il y en a beaucoup. Et donc nous, voilà, avec nos cônes et nos bâtonnets, eh bien nous sommes sensibles à la lumière visible. Alors d'un côté, il y a les ultraviolets, alors c'est notre peau qui est sensible. Vous bronzez, vous brûlez. Et puis de l'autre côté, les infrarouges, vous rayonnez, vous chauffez. Et puis après, très loin, il y a d'autres ondes que vous connaissez peut-être, dont vous avez déjà entendu parler, les rayons X, parce que vous avez peut-être fait une radiographie quand même dans votre vie, au moins une. Et puis les ondes radar, les ondes radio, les micro-ondes, voilà, qui se trouvent distribuées un peu partout. Plus vous allez vers la gauche, plus c'est dangereux. Cette phrase-là n'a pas de connotation politique. Je précise, parce que comme c'est bientôt des élections. Donc en gros, plus vous déplacez vers la gauche, les rayons gamma sont quand même relativement dangereux. En gros, ils sont cancérigènes. Ils provoquent des cancers. Ça veut dire ça, rayons cancérigènes. Donc plus vous allez vers la gauche, plus c'est dangereux. Bon, l'ultraviolet, c'est pas trop dangereux. Vous brûlez quand même, hein, vous pouvez avoir une brûlure au 3e degré. Mais quand même, bon, c'est raisonnable. Plus vous allez vers la droite, alors là, vous pouvez baigner dedans. Hein. Alors heureusement, parce que vous voyez que les ondes radio, finalement, on est baigné dans les ondes radio. Si vous mettez un émetteur là, vous allez écouter la radio. Donc on baigne dans les ondes radio. Bon, elles sont pas trop dangereuses. Bon, les micro-ondes non plus. Enfin bon, mettre sa tête dans un micro-ondes, ça doit être difficile quand même. Ou faut être très souple. Ou avoir un gros micro-ondes. Ou les deux. Voilà, faut mettre voilà. Une expérience intéressante, c'est de mettre un chat dans le micro-ondes. Mais auparavant, faut le faire boire de l'eau. C'est rigolo. Pas de défenseur des bêtes? Non? Alors, je viens vers ma comparaison entre le capteur œil et le capteur oreille. Donc le capteur œil, en gros, on voit de 400 nm à 800 nm. Alors on peut convertir ça en fréquence, je discute pas ça, mais en gros ça va du simple au double entre 0,38 1815 Hz et 0,75. En gros, il y a un rapport de 1 à 2 entre ce côté-là et ce côté-là, c'est-à-dire entre le bleu et le rouge. Et notre oreille, eh bien, je vous rappelle ce que j'ai écrit tout à l'heure, ça va de 16 Hz à peu près à 16 000 Hz. Il y a un rapport 1000. Vous voyez que si finalement on regarde la sensibilité du capteur vis-à-vis du paramètre fréquence, l'oreille est quelque chose d'extraordinairement sensible. Alors, notre émetteur à nous, comment ça marche? Parce qu'il y a plein de choses, y compris des instruments de musique, qui reprendront un tout petit peu ce modèle-là. Hein, et donc, ou bien c'est les instruments de musique qui utilisent ce modèle, peu importe. Donc d'abord, il nous faut un peu d'air. Hein, sans air, effectivement, on va avoir du mal. Donc, c'est ce qu'on appelle la soufflerie, là. Ensuite, il va falloir une vibration. Alors, c'est tout ce qui se trouve par là, là. Donc, c'est ce qu'on appelle le vibrateur laryngé. Donc, le larynx est assimilé. Et puis, il y a tout ce qui est le pavillon pharyngeo-bucco-nasal, c'est-à-dire les résonateurs. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on va vouloir émettre quelque chose avec une certaine intensité, il faut un résonateur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la manip. Quand vous faites un La avec un diapason, vous tapez sur un support. Donc, vous entendez un son. Maintenant, si vous prenez le même diapason et que vous le mettez sur sa caisse de résonance en bois, vous entendez beaucoup mieux. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Hein, c'est-à-dire que si on n'avait pas le pavillon où il y a les résonateurs, eh bien, on aurait un tout petit filet de voix. Alors, je ne sais pas si Carla Bruni a un résonateur tout petit. Je ne sais pas. En gros, ce qui va nous différencier, on est tous pareils là, mais ce qui va différencier, c'est que vous allez voir dans le vibrateur laryngé, en particulier les cordes vocales sont différentes d'un individu à un autre, et la cavité résonante est différente. La forme, la dimension, ce qui fait que finalement, on va avoir des voix différentes. D'accord? Mais en gros, il y a un vibrateur, et puis associé à cette vibration, il y a un résonateur pour amplifier le son. Alors ça dépend de l'âge aussi. Alors pourquoi? À la puberté, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, à cause des hormones, donc on glande en fait, les cordes vocales vont avoir tendance à s'étirer, s'allonger, s'épaissir, et donc en fait, ça va nous amener vers des voix qui sont plutôt plus basses. Effectivement, les voix de garçons, c'est facile pour les garçons. Les voix de garçons, généralement, on est haut perché relativement jeune, et puis quand on va muer, comme on dit, eh bien la voix va devenir beaucoup plus grave. Alors, ça se traduit par le fait qu'on observe à ce moment-là que dans la cavité vibrante dont j'ai parlé tout à l'heure, on la voit là. Alors cette chose-là s'appelle, bien évidemment, la pomme d'Adam. C'est là où on voit l'augmentation
de la zone où il y a les vibrations. Et chez la femme, parce que là j'ai dit l'homme, mais là c'est pas au sens général. Chez la femme, eh bien la femme a-t-elle une pomme d'Adam? La réponse est... Qui fait appel à un ami? Qui tente le 50-50? Personne. Eh bien, la réponse est oui. C'est pareil, mais elle est beaucoup moins visible. Est-ce que ça s'appelle la pomme d'Adam? Si. On dit le biologiste. Voilà, donc en fait, on dit pas la pomme d'Ève, on devrait appeler ça la pomme d'Ève. Alors, quand même, j'ai cherché pomme d'Ève. J'ai trouvé une chose, mais je sais pas. Chez la femme, la pomme d'Ève, j'ai trouvé que ça. Donc, en fait, il y a bien une pomme d'Adam chez la femme, hein, mais elle est beaucoup plus petite, elle se voit beaucoup moins, hein, mais elle existe quand même. Alors, en gros, juste une petite idée un peu quantitative, parce que les cordes vocales, c'est le début de la vibration humaine, finalement. Alors, plus on a des cordes vocales longues, plus on a des voix graves, plus des cordes vocales courtes, plus des voix aiguës. Alors, en fait, il y a des gens qui savent jouer avec l'élasticité de ces cordes vocales. C'est-à-dire qu'ils savent les allonger plus ou moins. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont capables de chanter des octaves, enfin, plein d'octaves. D'accord? Et ça, c'est tout un entraînement. C'est pas spontanément comme ça. C'est un milieu quand même relativement élastique, hein, ces cordes vocales. Alors, en gros, mais c'est à la grosse, hein, en ordre de grandeur, vous voyez qu'il est indiqué que les hommes ont des cordes vocales entre 17 et 24 et les femmes de 14 à 18. Donc, vous allez trouver des femmes qui ont des voix plus graves que les hommes ou des hommes qui ont des voix plus aiguës que les femmes. Mais en règle générale, hein, généralement, les hommes émettent des sons de plus basse fréquence que les femmes. Ah, ça, c'est comme ça. Mais ça, c'est encore une fois lié d'une part aux cordes vocales et d'autre part après au résonateur qui amplifie l'air qui passe. Alors à l'oreille, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oreille, c'est extraordinairement fragile. J'ai dit que c'était un très très beau capteur tout à l'heure, en démontrant l'étendue des fréquences qu'on peut écouter. Le tympan, c'est très fragile. La vibration du tympan, vous vous rappelez tout à l'heure à la sortie de l'oreille externe, juste avant l'oreille moyenne, eh bien c'est 1/10 de nanomètre. Ça vibre très 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 peu. Ce qui fait que, moi, vous savez très bien que dans les concerts, quand on va où les amplis sont à fond la caisse, c'est toujours relativement dangereux parce que vous forcez votre tympan à vibrer un peu au-delà de sa limite d'élasticité. Les gens qui ont dans les oreilles et relativement à fond, parce que vous êtes à l'extérieur, vous entendez de la musique, c'est extraordinairement mauvais. C'est-à-dire qu'il y a un métier d'avenir dans 20 ans, ça sera effectivement audioprothésiste. Alors ça va bien marcher, ça c'est sûr. Donc on peut encourager les gens à y aller. Donc vous voyez, l'amplitude de vibration de la membrane tympan, c'est quelque chose d'extrêmement ténu. Hein, on est, avec une unité que j'ai pratiquée quand j'étais jeune, on est à l'angstrom. Donc vous voyez, c'est extrêmement faible. Et donc, généralement, les gens donnent toujours ces diagrammes-là, sans insister sur la vibration, l'amplitude de vibration. Alors, on sait très bien que il y a un certain nombre de décibels. Alors, je ne donne pas une définition, mais en gros, c'est un nombre qui me raconte c'est fort ou c'est pas fort. Et en gros, vous voyez qu'à 120 décibels, c'est le seuil de la douleur. Donc, effectivement, vous avez mal. Les concerts, c'est 105, etc. La salle de classe, ça dépend des salles de classe. Alors, je vais passer, jetant un voile pudique. Voilà. Et donc, en gros, les restaurants scolaires aussi. Donc, en gros, si vous voulez, c'est un capteur qui fonctionne très bien. Il va vieillir, ce capteur, mais comme tous les capteurs. Hein, vous achetez, y compris des capteurs qu'on peut acheter sur le marché pour faire différentes choses. Tous ces capteurs vieillissent. Ça, c'est des matériaux, donc ils vieillissent. Mais votre capteur oreille, il faut essayer de le maintenir. Il va vieillir, et donc forcément, eh bien, faut le laisser vieillir naturellement. Sinon, vous accélérez le vieillissement. C'est ça qui va se produire. C'est-à-dire, vous devenez entre guillemets sourd avant l'âge. D'accord? Donc, j'insiste un peu sur ce phénomène sociétal qui est le bruit. Effectivement, c'est quand même extraordinairement préoccupant. Se protéger du bruit n'est pas chose facile, mais on verra éventuellement aux questions après. Alors, la musique là-dedans. Donc, on a dit tout à l'heure, la musique, c'est un son qui était agréable à l'ouïe. Alors, la musique, c'est pareil. On a vu tout à l'heure, il fallait de l'air, il fallait une vibration, il fallait un résonateur. Donc, on peut faire vibrer
une corde, mais vous voyez que cette corde, elle est sur une caisse de résonance. C'est le même schéma que tout à l'heure, hein, donc c'est la même idée que je martèle un peu, si j'ose dire. Voilà, d'ailleurs, je martèle. Il y a une table de résonance en dessous, une table d'harmonie. Là, c'est pareil. Hein, donc, en fait, à gauche, on pince, on frappe ou on frotte. Voilà, c'est une façon d'exciter des vibrations. Après, cette vibration, elle est amplifiée par le résonateur qui est en dessous. Alors ça, c'est connu depuis très longtemps. Voilà un tableau qui date des années 1600 hein, et quelques, 1620, si je me rappelle bien. Voilà, c'est 1623. C'est bien connu, c'est représenté, les musiciens sont connus depuis très très longtemps, même si les instruments sont différents, même si la musique est différente, parce que le La 440, c'est pas une chose très très ancienne finalement, mais c'est connu depuis très longtemps. Donc là, par exemple, c'est un psalterion du Moyen-Âge. Hein, vous voyez que c'est une sorte de petite harpe finalement. Alors une autre façon de faire, plutôt que d'attaquer sur les cordes vibrantes, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit la théorie des cordes vibrantes qui excitait un peu notre camarade Aristote tout à l'heure. On peut faire vibrer aussi une colonne d'air, les orgues, les saxos, les trompettes. Alors, ce qui importe, c'est que là, il y a un biseau pour terminer la colonne d'air. Là, il y a une hanche pour la commencer. Et là, en fait, c'est les lèvres du joueur qui va moduler finalement le son qui est émis. Alors, c'est pareil, hein, vous soufflez à tous les coups, et puis vous avez tout un corps ici qui va vous faire résonance et va vous produire un son qui, à la limite, quand il sort, eh bien, va être amplifié. Alors, une remarque en plus, là, on ne voyait pas avant. Vous dites, finalement, est-ce que la forme de sortie ici, vous voyez, est calculée, ou est-ce que ça a une importance ou pas? Alors, effectivement, quand on a fait les premiers instruments de musique, là, c'était pas calculé. Mais on s'est rendu compte après, là, c'est du génie musical, on s'est rendu compte qu'après, effectivement, c'était l'optimum. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un optimum de la forme de sortie pour pouvoir faire en sorte que le son passe le mieux possible de l'intérieur de l'instrument vers le milieu ambiant. Et les gens, sans faire des calculs, aujourd'hui on sait faire les calculs, mais sans faire les calculs, avaient trouvé la forme optimum. Donc la forme n'est pas n'importe laquelle. Alors c'est connu depuis longtemps, je dirais même plus, c'est connu depuis très très longtemps. Donc là vous avez des vases grecs qui sont à moins 430. Alors, non, voilà, c'est les joueurs d'Olos. Donc Olos, c'est une double flûte. Alors, j'avais prévu pour certains, je ne sais pas si je vais le faire parce qu'il est très mauvais ce jeu de mots. Les joueurs d'Olos vont par deux. S'agit-il de bolos? Je ne sais pas. C'est pour les jeunes. Alors, on peut aussi frapper directement. Donc là, c'est tous ces xylophones, timbales, cloches. Donc vous voyez qu'en fait, ces instruments, il y en a des tonnes. Alors j'en ai choisi que 3 familles et 3 représentatifs. Hein, et là, c'est pareil. C'est-à-dire que ces instruments, on va les frapper. Ils ont une caisse de résonance pour la plupart. Hein, la timbale, c'est évident. La cloche aussi. Et alors, ce qui est intéressant dans la cloche, c'est que si elle est fêlée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va voir facilement ou pas qu'elle est fêlée ou pas, à votre avis? En fait, toute la cloche résonne. Si vous avez un crack, une fêlure sur votre cloche, elle ne teintera pas de la bonne façon. D'accord? Donc c'est une des façons de voir si la cloche est bonne. Alors on a fait, il y a eu un renouvellement des cloches à Notre-Dame il n'y a pas très longtemps, et la première chose que les gens ont fait, c'est qu'ils ont tapé dessus pour voir le son rendu. Parce que vu le transport qu'il fallait, c'était quand même des systèmes relativement lourds, eh bien ça c'est quand même assez fragile cette chose-là. Et donc effectivement, le son d'une cloche est très caractéristique de la constitution de la cloche. Alors voilà, les instruments et la voix humaine sur un diagramme où je vais représenter en gros l'ensemble des fréquences audibles. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer là? Vous voyez que, bon, suivant les gens, hein, il y a des basses, des ténors, des sopranos, c'est-à-dire des gens qui sont de voix plus ou moins graves vers les plus aigus. Et ce qu'on peut remarquer aussi, vous voyez, les instruments ont chacun un peu leur domaine de prédilection en fréquence. Et puis il y en a deux qui ont finalement une amplitude, on les entend avec toutes les fréquences possibles, c'est l'orgue et le piano. Alors l'orgue c'est un peu fatigant. Mais le piano, alors c'est ça qui explique le fait que le piano, finalement, c'est un instrument polyusage. Vous voyez, il occupe pratiquement toutes les fréquences que l'oreille peut entendre. Là, il y a du Larsen. Là. Je vais me tourner peut-être par là, ça sera mieux. Voilà, donc c'est pour ça que le piano, par sa composition, je ne vais pas rentrer dans la théorie du piano,
Mais en gros, il occupe toutes les fréquences audibles, et c'est pour ça qu'il est relativement agréable. Le triangle, par contre, vous voyez, dans les aigus, là, moins intéressant, moins jouissif. Alors vous voyez, ça fait un moment qu'on parle de fréquence, parce que c'est une caractéristique vraiment fondamentale du son, hein, l'aspect plus grave, plus aigu. Encore une fois, les graves, ça se trouve plutôt par là, les basses fréquences et les aigus plutôt là-haut, en haute fréquence. Alors, avant de passer à la suite, parce que j'avais oublié ça, je voulais discuter un peu ce qu'écrit Bachelard, qui nous raconte que les instruments sont des théories matérialisées. Mais ce qui est étonnant dans les instruments de musique, c'est qu'avant de faire les théories, on a fait les instruments. Très souvent, de nos jours, on fait des théories et puis après, on va essayer de fabriquer un appareil dans ces périodes moyenâgeuses, voire avant, on faisait d'abord les instruments, c'est l'oreille de l'homme ou de la femme qui finalement servait à régler les instruments. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce qu'il faut augmenter la distance, est-ce qu'il faut augmenter la tension de la corde, est-ce qu'il faut augmenter le volume du résonateur. Ça se faisait finalement à la main, c'est du génie musical. Donc c'est des théories matérialisées, oui, mais la théorie on l'a plaquée après. D'accord. Donc, je suis moyennement d'accord avec ce que dit notre camarade Bachelard, mais enfin, il m'en voudra pas non plus. Alors, je vous ai parlé de fréquence tout le temps, sans arrêt tout le temps, et je peux pas quand même, en tant qu'acousticien ou que physicien, parler tout le temps sans arrêt de fréquence, sans vous parler de celui qui nous a raconté plein de choses sur les fréquences, qui était donc le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le traitement du signal, et qui s'appelle Fourier. Alors, Fourier, effectivement, s'est beaucoup occupé des fréquences et des signaux divers et variés, en partie de l'acoustique. Alors vous allez me dire, mais oui, mais le bouquin que vous avez mis là, c'est pas du tout de l'acoustique. C'est vrai, hein, il a écrit une théorie analytique de la chaleur, et il a montré quelque chose. Alors je vais d'abord vous montrer ce quelque chose que Fourier nous a raconté, et je reviendrai sur Fourier un tout petit peu après. Donc voilà un signal électrique capté par un micro, hein, vous parlez dedans, et je suppose que vous avez parlé de façon répétitive, c'est-à-dire que vous voyez que c'est un truc, un dessin là, qui est un peu périodique. Eh bien, notre camarade Fourier nous a montré que même si c'est quelque chose de compliqué, là c'est assez compliqué, ça monte, ça descend, c'est pas bien régulier, eh bien on pouvait considérer que ce phénomène périodique un peu compliqué, eh bien pouvait se ramener à la superposition de plusieurs signaux beaucoup plus simples, comme ceux qui sont à droite, là, un rouge, un bleu, un jaune, qui sont eux parfaitement réguliers et périodiques. Ça s'appelle la décomposition en série de Fourier. Mais en gros, Fourier a démontré ça. Alors c'est tout à fait fondamental pour le traitement du signal, je ne vais pas développer ça, mais disons que c'est une étape fondamentale pour comprendre le contenu fréquentiel des signaux. Quand moi je vous parle, je ne parle pas avec une seule fréquence, je parle avec tout un tas de fréquences. Et ça, d'un point de vue quantitatif, c'est Fourier qui permet de l'analyser. Donc c'est extrêmement important. Alors, c'est lui qui a fait cette théorie. Alors c'est un physicien, Fourier? Ben, pas vraiment. En fait, il est nommé en 1820 préfet de Grenoble, et il s'ennuie, cet homme-là. Parce que visiblement, en 1820 à Grenoble, on faisait pas grand-chose. Et donc, il installe un cabinet, comme on disait en standard de physique, dans les appartements, il est préfet, donc il a quand même droit à un appartement de fonction, et il va faire des expériences. Voilà. Et donc, voilà pourquoi Fourier a gardé son nom dans l'histoire, mais en fait, il n'était pas du tout payé pour faire des expériences. Hein. Bon, il était payé pour faire quelque chose. Alors, bon, l'histoire n'a pas retenu son action en tant que préfet. Hein. C'est normal. Alors, de notre temps, je ne sais pas, alors on va demander au sous-préfet du Havre s'il fait des manipes de physique. À voir. Mais en gros, voilà, le contenu fréquentiel de tout type de signal, en particulier de l'acoustique, eh bien, c'est Fourier qui nous renseigne quantitativement dessus. Alors, j'ai appris aussi, alors ça je savais évidemment, ça c'est la base du métier d'acousticien, mais j'ai découvert un truc en préparant cet exposé, c'est qu'il y a un autre physicien qu'on connaît bien en électricité qui s'appelle Ohm. Eh bien, Ohm aussi a travaillé sur ce sujet-là. Voilà, ça je savais pas. Donc, je signale aux gens finalement que finalement voilà, moi je croyais que Ohm était un pauvre prof en plus qui a eu beaucoup de mal à se faire reconnaître, hein, il était prof de collège ou de lycée, il a eu beaucoup de mal à faire reconnaître ses travaux, mais il a aussi travaillé finalement sur les vibrations. Bon, je passe comme ça. Et j'arrive à ce qui était ma spécialité, j'allais dire naguère, non, oui c'est naguère, il n'y a guère, pas jadis, mais il n'y a guère, les ultrasons. Alors, pourquoi s'intéresser aux ultrasons? Donc c'est des sons, hein. C'est de l'acoustique. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez, la seule différence, c'est je monte en fréquence. Enfin, on va voir ce que j'ai raconté tout à l'heure. Donc c'est au-delà de 20 kHz. Alors est-ce qu'il y a une limite là? Non. 90, vous avez le droit de conduire, vous n'avez pas le droit de conduire, ça c'est une limite, 90. Est-ce qu'il y a une limite entre les sons audibles et les ultrasons? La réponse est non. Pas de... Alors pourquoi on s'intéresse aux ultrasons? Essentiellement
pas que, mais essentiellement pour les applications en biologie, en médecine, chez les kinés aussi, si vous y allez. Mais là, c'est du vécu, c'est pour ça que j'ai rajouté kiné. Mais en médecine, en biologie, oui, il y a de grosses applications des ultrasons là. Alors, il y a d'autres applications possibles. Hein. Bon, le nettoyage, par exemple, si on veut nettoyer ses lunettes comme il faut, ou ses dents comme il faut, hein, pour les gens qui ont des dents amovibles et voilà. Les fonds sous-marins, ça s'appelle la guerre des mines. C'est-à-dire, figurez-vous qu'il y a un monde souterrain qu'on voit pas forcément, c'est sous-marin. Et donc, de temps en temps, eh bien, on a besoin de faire de la guerre des mines. Alors, ça consiste à faire quoi? Par exemple, quand un sous-marin sort de Brest, qui est le port d'attache des sous-marins d'attaque français, eh bien, avant, on fait passer un dragueur de mine qui fonctionne comme c'est indiqué là, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire une étude du fond sous-marin. Le fond sous-marin en rade de Brest est entièrement numérisé. On le connaît complètement. Avant de faire sortir un sous-marin, on repasse pour voir et on fait un traitement d'image qui consiste à faire, en gros, une soustraction entre l'image précédente, qu'on a acquis il y a longtemps, et la nouvelle image. Y a-t-il un nouvel objet sur cette rade de Brest qui, au départ, est un plateau qui est relativement peu profond? S'il y a un nouvel objet, on va aller faire promener un petit bâtiment spécial pour aller voir qu'est-ce que c'est cet objet. Ça peut être un morceau de rocher qui apparaît, on ne sait pas trop pourquoi. Ça peut être un capteur un peu plus intelligent qui va renseigner sur le mouvement des sous-marins. Celui-là, personne ne le dira, il sera détruit instantanément. Personne ne va revendiquer, de toute façon. Ce que les gens font vis-à-vis des trucs français, les Français vont le faire peut-être. C'est le monde du silence. Donc, études de fonds sous-marins, ça intéresse, encore aujourd'hui, pas mal de gens. Et puis, il y a le contrôle non destructif industriel, hein, par exemple, chez Safran. Ça change de nom, peut-être que ça a déjà changé d'ailleurs depuis 6 mois, parce que ça fait 6 mois que je suis plus WAV. Donc chez Safran, effectivement, on fait du contrôle non destructif à base d'ultrasons sur les matériaux composites. Ici WAV. Alors les ultrasons, c'est une histoire, je reprends l'histoire que j'avais laissée un peu en plan, et je la reprends là où je l'avais laissée en plan, c'est-à-dire à notre camarade Rayleigh. Alors, pour fabriquer des ultrasons, c'est-à-dire pour produire des ultrasons, il faut quelque chose qui vibre. Haute fréquence, comme on a vu tout à l'heure. Eh bien, on dispose de tels vibreurs parce que il y a des gens qui s'appellent Pierre et Jacques Curie, qui sont 2 frères. Alors Jacques est relativement peu connu, Pierre Curie est connu grâce à sa femme, donc je renverse. Mais Pierre Curie était connu avant sa femme. Et donc ils vont découvrir, excusez-moi, le phénomène de piézoélectricité que je vais vous raconter un tout petit peu après. Donc la piézoélectricité, qui est quelque chose qui est essentiel au développement des ultrasons et qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors en 1912, premier brevet pour le sonar. Question, pourquoi 1912? Pourquoi pas 1910? Donc déjà la question a-t-elle un objet? La réponse est oui. Alors pourquoi 1912 et pas 1910? Voilà! Un fan de Céline Dion. Parce que le Titanic a coulé en 1911. Et forcément, en 1910, non. Et donc, les gens se sont dit, bah, quand même, on va pas se laisser embêter par un morceau de glaçon, hein, même s'il est bien enfoncé dans le verre. Et donc, il y a des tas de gens qui se sont dit, il faut absolument détecter les morceaux de glace dans l'eau. Et donc, on avait des piézos électriques, et donc, on a inventé, il y a des gens qui ont inventé le sonar. Qui c'est qui a inventé le sonar? Alors, on y reviendra après. C'est le transport d'après, pas tout. Et puis la première image clinique de Wild et Reid. Alors voilà, monsieur le camarade Wild. À droite là-bas, c'était les frères Curie, et en haut c'est Pierre Curie. En haut là. Première image clinique en 1900. Alors c'est épouvantable. Hein. Là, faut avoir les yeux de la foi hein, pour voir quelque chose. Mais quand même, c'est la première échographie. 1952. Avec l'électronique d'alors. Pas terrible. Bon, vous allez me dire aujourd'hui c'est mieux, c'est vrai, mais il faut que des gens puissent la lire aussi. Alors ça, c'est moins évident déjà. Hein. C'est mieux, mais il faut quand même savoir lire. Alors, brevet d'invention, détection d'obstacles sous-marins. Alors celui-là, c'est 1916. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais moi je le vois bien, et puis en plus je le sais. Eh bien, c'est Chilowski et Langevin. Ce sont 2 Français. D'accord. Donc, les grands brevets pour la chasse sous-marin, eh bien, sont des brevets initialement français. Alors, Langevin est un personnage extrêmement connu en physique, hein, il est là.
Il a fait des tas de choses. Hein. C'est un des Français. On parle toujours des prix Nobel comme garant d'une qualité scientifique extraordinaire. Eh ben, Langevin, on retrouve son nom dans plein de domaines de la physique. Eh ben, il n'a jamais eu le prix Nobel. Bon, il l'a espéré hein, quand même, hein. Mais il l'a jamais eu. Et en plus, il s'est jamais fait trop reconnaître en France non plus. C'est une autre affaire. Et donc, Shklovsky, le voilà. Hein, les deux se sont engueulés assez rapidement. Donc, Shklovsky a fait moins de choses que Langevin, donc on n'en parle pas souvent de Shklovsky. Alors, qu'est-ce que c'est que la piézoélectricité? C'est très simple. Il y a des matériaux qui sont piézoélectriques, ça veut dire quoi? Vous prenez un disque, vous le comprimez mécaniquement, eh bien, il y a des charges électriques qui vont apparaître. Alors, peut-être que vous utilisez un allume-gaz, vous frottez, et puis il y a une étincelle qui arrive. Voilà, ben c'est ça, c'est un effet piézo. C'est réciproque. C'est-à-dire, si vous appliquez un signal électrique, eh bien, vous allez avoir, ça va vibrer. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, on applique un signal électrique, ça vibre, on fait vibrer, il y a des charges électriques qui apparaissent. Et donc, c'est ça que notre camarade Curie ont trouvé, indépendamment de Marie Curie, donc. Et puis, voilà, ben, je vous ai mis ici alors, ça s'appelle un transducteur. Alors, un transducteur, pourquoi? Parce qu'on apporte de l'énergie électrique et on obtient après une énergie acoustique. On transforme une forme d'énergie en une autre. Ça s'appelle, en physique, ça s'appelle de la transduction. Voilà. Donc, un transducteur, eh bien, il peut fonctionner de façon réversible. On leur apporte de l'énergie électrique. Ils veulent bien émettre ici dans les fréquences ultrasonores. Par contre, si on leur apporte une vibration ultrasonore, eh bien, on obtiendra en sortie un signal électrique, une tension. Alors, je passe là parce que je pense que... Ouais. Alors, avant de vous montrer des applications des ultrasons, là, je vous ai retracé l'histoire, il faut que je vous parle un peu d'interaction onde acoustique-matière. Qu'est-ce qui peut bien se passer quand une onde acoustique rencontre de la matière? Ça, c'est pour vous dire qu'on va faire de la physique. J'utilise beaucoup la coccinelle de Gottlieb. Hein. Ah, il peut se passer plein de choses. Si vous saviez. La réflexion, bon, il peut y avoir un peu de transmission. De l'absorption, quand même, quand vous êtes chez vous, vous entendez un tout petit peu atténuer votre voisin. Puis si vous avez un habitat qui est relativement moderne, vous avez des matériaux qui sont un peu isolants, phoniquement. Donc ça peut exister. La diffusion, c'est-à-dire qu'en fait on a la réflexion, mais on a tout partout. Généralement, c'est parce qu'il y a un peu de rugosité là. La diffraction, heureusement, parce que, en fait, une expérience de diffraction, on en fait depuis que je parle. Parce que s'il n'y avait pas de diffraction, je parle, donc ma bouche a un certain volume, on dit que j'ai une grande gueule. Donc, je parlerai que là. En fait, non, je parle là, mais là-bas aussi. C'est parce qu'en fait, je parle comme ça. Donc, je suis à moi-même, tout seul, comme un grand, un superbe objet diffractant. Si je ne le dis pas moi, personne ne va le dire, donc je le dis. Et puis la diffraction a son pendant qui est, eh ben l'onde va pouvoir comme ça ramper comme ça. Donc il peut se passer des tas de choses. Donc c'est compliqué. L'interaction, ce qu'il faut retenir de cette idée-là, c'est que l'interaction entre une onde acoustique qui arrive sur un milieu, c'est compliqué. Donc ça veut dire que les échographies, on va faire une interaction avec un milieu biologique qui est lui-même compliqué, ben ça va pas être tout simple. Ben pourquoi? C'est difficile d'obtenir une bonne image échographique. Et encore aujourd'hui, il y a des recherches sur comment obtenir une meilleure image échographique. C'est quelque chose qui n'est pas fini. Alors, on a déjà bien progressé. Alors, une petite chose, si vous avez subi une échographie, les hommes comme les femmes, hein, parce que moi j'ai subi des échographies, alors, je subis forcément une échographie quand on attend un enfant, mais... Et on vous met un gel entre le capteur et puis la peau. Alors, pourquoi on vous met un gel? Tout simplement parce que, vous voyez, alors il y a un paramètre qui s'appelle Z, on va pas... Un paramètre. Si j'envoie 1 à l'interface air-peau, il revient l'essentiel de l'énergie incidente. Il passe très peu de choses dedans. Donc vous n'allez rien voir dedans, puisque vous rentrez peu de choses. Par contre, si vous êtes dans la graisse ou un corps assimilé, vous voyez que vous envoyez 1, et ben il passe ça. Donc après, il y aura des tas d'objets qui vont réfléchir les ondes, donc on aura quelque chose. Donc il faut faire quand même passer, il faut faire rentrer à l'intérieur, là, quelque part, là où on vous fait l'échographie, il faut quand même rentrer un peu d'énergie. Et donc, il faut mettre quelque chose, parce que si vous êtes à l'air, ça ne marchera pas. Donc on vous met un gel, qui joue le rôle de la matière grasse un peu. Donc on utilise un gel, voilà pourquoi on l'utilise. Alors une fois qu'on a fait tout ça, eh bien l'échographie est un long cheminement,
Alors, il faut se méfier des sources bibliographiques et de Wikipédia. On peut trouver le nom de quelqu'un qui s'appelle Ducic comme précurseur de l'échographie. Alors ça, c'est une photo datant de 46 avec Ducic. Et ce que je vous ai mis en dessous, alors j'ai fait du copier-coller, je l'ai laissé en anglais exprès, parce qu'en fait, c'est le copier-coller d'un acte de congrès international, donc un congrès scientifique, que a fait Ducic. Et donc, il se cite lui-même, il parle de lui à la troisième personne, c'est généralement comme ça qu'on fait. Et vous voyez, la phrase intéressante, c'est celle-là. Alors, il appelle sa méthode l'hyperphonographie. Nous, on va appeler ça échographie après. Et il dit, cette méthode a été découverte par l'auteur, moi, Ducic, en 1937. Traduction, c'est moi le premier. Et en fait, il avait fait des mesures autour d'un crâne. D'accord? Pour diagnostiquer certaines lésions. Et il disait, oui, ben moi, c'est quand même beaucoup mieux que les rayons X. Effectivement, c'est moins dangereux que les rayons X, déjà. Bon. Donc, c'est une photo de 46. Il dit qu'il l'a déjà fait en 37. Il y a eu un congrès en 42, mais enfin, en 42, les gens étaient relativement occupés, quand même, si j'ose dire. Et donc, voilà. Donc, c'est un article de congrès écrit en 52 par Karl Ducic, qui était quelqu'un de Vienne, en Autriche. En fait, pas du tout. Les gens, après, ont montré que c'était pas vrai, que ces mesures, en fait, il y avait un artefact. Comme dans les manips, vous savez, vous avez une manip, et puis vous l'interprétez mal, vous faites une erreur de manip, et vous ne vous rendez pas compte tout de suite. Ça vous empêche pas de publier, hein. Ça existe encore aujourd'hui. Hein. Mais, en gros, ce qu'il a montré, en fait, je rejoins le joueur de Holos tout à l'heure, là, ça marchait pas. Et donc son nom à Ducic est parfois cité, mais il est cité, comme on dit en français, mal à propos. C'est-à-dire qu'en fait, non. Le seul intérêt de Ducic, c'est qu'il a pensé à utiliser les ultrasons en biologie. Ça, c'est pas mal. Le résultat qu'il montre est complètement faux, mais avoir pensé à utiliser pour analyser les tissus biologiques, avoir pensé aux ultrasons, ça, c'est pas mal. Maintenant, les premiers qui ont effectivement pensé et l'ont fait, et c'est du bon, eh bien, effectivement, c'est Wild. Alors, d'abord, Wild avec d'autres personnes qui ont sombré dans l'histoire. Alors, c'est pourtant un papier de 51, donc antérieur. Il faudrait rentrer dans l'histoire des sciences pour démêler le tien du mien. Et puis, Wild et Red. Donc ça, c'est l'article vraiment fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'échographie. Alors, effectivement, l'électronique qu'on vous montre sur les photos, là, est quand même relativement rudimentaire. Et donc, on peut quand même tirer son chapeau parce que les moyens expérimentaux étaient quand même pas ceux qu'on a aujourd'hui. Hein. Si vous allez voir, pour les gens qui sont inscrits dans l'atelier, c'est un peu plus moderne comme ce qu'on va vous montrer. Mais malgré tout, eh bien que l'électronique soit relativement peu avancée, on va obtenir des images des tissus internes, donc c'est déjà pas mal. Et c'est une alternative extrêmement importante vis-à-vis des ultrasons, tout simplement parce que les rayons X, c'est dangereux. Vous vous rappelez tout à l'heure mon diagramme, j'ai montré, quand on allait vers la gauche, c'est dangereux. Les rayons X y étaient. Alors que les ultrasons, bon, on peut avoir sa dose, 1, 2, 3, c'est pas un problème. Vous voyez, donc c'est une technique extrêmement non invasive de détection. C'est ce qu'on dit aussi en contrôle non destructif, mais finalement une échographie, c'est aussi un contrôle non destructif appliqué à l'être humain. Alors, exemple de visualisation. Alors, évidemment, j'ai pris ça, donc voilà. Là, on fait un zoom et, bon, vous voyez, on n'est pas un grand clair et on arrive à deviner quand même un bébé, même s'il est petit là. Pour autant, l'image, c'est pas comme une image photo hein, avec votre téléphone portable. Donc l'image, elle est quand même compliquée, il y a des tas de facteurs qui rentrent en jeu, hein, il y a des tas de liquides, il y a des tas de solides, des tissus mous, c'est compliqué, il faut traiter l'image pour vraiment avoir ça, donc c'est pas simple, et donc c'est cher, hein. Forcément un échographe c'est cher. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi, je ne sais pas si vous avez déjà subi ça, un Doppler. Hein, on va aller faire un Doppler. Bon, je vais aller faire un Doppler. Alors c'est quoi Doppler? Ben, en fait, on rajoute deux images, on ajoute une image en quasi-statique, c'est ça un peu celle-là, et on ajoute le Doppler, c'est-à-dire c'est des choses qui bougent. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont, au moment où vous faites votre tir acoustique, il y a des choses qui vibrent, proprement. Et donc en fait, quand on envoie un son sur quelque chose qui vibre, s'il s'éloigne de vous, la réflexion ne se fait pas de la même façon que s'il se rapproche de vous. C'est pour ça que ça s'appelle un Doppler. En fait, qu'est-ce que c'est que l'effet Doppler? Ben, l'effet Doppler, vous connaissez, je pense. Hein, donc vous êtes un observateur fixe sur la route, et puis vous voyez arriver une voiture qui klaxonne, et quand elle vient vers vous, le son paraît plus aigu, quand elle s'éloigne, c'est plus grave. Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez au Mans. Pendant 24 heures, vous allez faire une manip, vous allez voir,
C'est génial. Philippe? C'est pas vrai? Bon. Et donc, voilà, l'effet Doppler, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les tissus qui vibrent et s'ils reçoivent une onde, eh bien, ils ne réagissent pas de la même façon dans leur mouvement. Et donc, on voit les choses en dynamique, quelque chose qui vibre à l'intérieur du volume qui est investigué ou étudié. Voilà, l'effet Doppler. Alors, les limites de l'échographie. Alors là, on va rentrer sur deux planches ou trois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, sur un aspect un peu commercial. Parce que forcément, qui dit échographie dit vente d'appareils. Il y a des budgets là. Alors, les limites de l'échographe. J'ai pris la planche qui suit, avant de me faire tuer par tout le monde, j'ai pris la planche qui suit chez un médecin. Enfin, c'est-à-dire c'est un cours qui est fait en médecine. Hein. Donc, toute critique, vous pouvez y aller, c'est pas moi qui l'ai faite. Qu'est-ce qui va nous sortir? Alors finalement, les limites de l'échographe pour les médecins, c'est ça. Il y a d'abord l'opérateur, donc l'image, la qualité de l'image qu'on a dépend de l'opérateur. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il se considère bien quand même. Et puis, ça dépend du patient aussi. S'il y a plus ou moins de tissu graisseux, hein. La graisse, ça peut absorber aussi, donc ça peut être gênant. Donc, les limites de l'échographie, c'est essentiellement l'opérateur. Bon, il y a le système lui-même, hein, mais généralement, les gens ont quand même des systèmes relativement modernes. Mais la façon dont on place les transducteurs, donc les capteurs, est extrêmement importante. Le couplage entre le capteur et la peau, c'est aussi important. Il en faut pas trop, enfin bon, il faut faire comme il faut. C'est quand même une manip qu'on fait sur vous. Et des exemples de traitements autres qu'avoir une image, on peut traiter un certain nombre de pathologies grâce aux ultrasons. Alors, celle qui est la plus ancienne, qui est le traitement le plus ancien, c'est effectivement faire de façon non invasive, détruire de façon non invasive un calcul. Et puis, il y a d'autres traitements. Alors, je vous en ai trouvé deux. Le lithotripteur extracorporel, donc là, on va effectivement finalement fracasser les calculs par un faisceau ultrasonore bien dirigé. Donc ça, c'est quand même important plutôt que d'aller opérer. Hein, c'est quand même beaucoup plus sécurisant et beaucoup moins dangereux. Et puis, quelque chose qui a un peu plus de confort, qui est le traitement anticellulaire. Et associé... anticellulite. Là, je commence à fatiguer, donc il est temps de boire un coup. Alors, croyez pas que c'est... s'il y avait des Roumains dans la salle, ça pourrait être de la Tsuika. Non, non, c'est vraiment de l'eau. Donc, rassurez-vous. Voilà, le cerveau ne va pas être éthanolisé tout de suite. Donc, traitement anticellulite, pub. Y a-t-il besoin d'un traitement anticellulite là? Benjamin. Où il est, Benjamin? Il est là. Aimerais-tu placer les capteurs? Ça, c'est pour vous montrer que cette technique que je vous montre, qui sont assez classiques, eh bien, elle nécessite encore des recherches. Et vous voyez, là, je vous ai pris un article qui est paru dans une revue scientifique réelle, hein, qui traite encore ce problème-là. D'accord? On est en 2013. Vous voyez, ce sont des choses qui sont encore en développement. L'acoustique est une très vieille science, mais il y a encore plein de recherches actuelles. Alors, d'autres applications, c'est le nettoyeur ultrason. Donc, je passe assez vite parce qu'il est déjà 20 heures. Le système sonar. Donc, qu'est-ce qu'on demande à un système sonar? Qu'est-ce qu'un pêcheur demande? On envoie. Ça veut dire un amplificateur, vous voyez. On envoie par le sonar, ça se propage, ça rencontre une cible, il y a des signaux qui reviennent vers le récepteur. On amplifie, on filtre. Y a-t-il des poissons? Où ils sont? Quelle famille de poissons c'est? Parce que suivant l'écho qui revient, il y a des gens qui ont fait toute une classification pour dire c'est de la lotte, c'est de la truite, c'est du poulet. Non, là c'est qu'ils ont trop abusé du calva avant de partir. Une page de pub. Un composite, un nid d'abeille, et entre le composite et le nida, pour renforcer le composite, de la colle. Ici, vous avez un transducteur qui est posé, et donc il y a une onde qui va se propager là, et qui est analysée par un vibromètre laser. Pourquoi je dis que c'est pub? C'est ce que voilà, ça c'est une photo que j'ai prise, enfin qui a été prise il y a déjà un petit moment, au laboratoire que je viens de quitter, le laboratoire Ondémieux Complexe. Alors, les gens qui me connaissent, la dernière partie, forcément, ça va être quoi? Il y a des gens qui me connaissent. Mais encore.
Alors je me suis dit, il y a quelqu'un qui va me sortir son et lumière. Non. Mais musique et peinture, oui. Évidemment. On n'y coupe pas. Alors, 3 idées fondamentales, et puis après, juste une petite démo. D'abord, un petit poème. Pour sauver Franck 20 000, si vous reconnaissez qui est ce poème. Alors, il y a 6 autres vers, je n'ai pas mis, mais ce qui m'intéressait, moi, c'est celui qui est en violet. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue intellectuel, finalement, on peut assimiler ou comparer les deux. Voilà, comparer les deux, les couleurs et les sons. Notre littéraire maison, peut-il nous dire d'où ça vient? Eh ben voilà, c'est Baudelaire. La musique est produite et codifiée depuis de nombreux siècles. Ça, c'est vrai. Je ne vous ai pas présenté, mais la façon de couper les sons, j'allais dire en 32, en quinte, en quarte, etc., la façon de codifier la musique, la façon qu'on a d'avoir un repère de fréquence, aujourd'hui c'est le La440, mais ça n'a pas toujours été le La440, tout ça est finalement une mathématisation, une modélisation de la musique qui date depuis très longtemps. La musique, et ça c'est une phrase très importante, elle n'est pas assujettie à la reproduction du réel. Longtemps, la peinture a été assujettie, vous allez voir la remarque qu'on va faire juste après. La peinture a été assujettie à la représentation ou la reproduction du réel. Longtemps. Et puis, 3e idée, la physique à la fin du 19e siècle devient invisible à l'œil, les rayons X par exemple, et donc devient de plus en plus abstraite. Qu'est-ce que c'est qu'un courant? On sait bien ce que c'est à la fin du 19e siècle. On s'en sert pour faire de l'éclairage, on s'en sert pour faire avancer les automobiles. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que le courant électrique? D'ailleurs, il y a un vocabulaire qui existe depuis le 19e siècle, c'est allumer la lumière. Je réfléchis 2 secondes au terme j'appuie sur l'interrupteur et j'allume la lumière. Si vous analysez terme à terme, quand même, allumer la lumière. Bon, alors il y en a qui allument le feu aussi, hein, mais c'est autre chose. Un tableau, Picabia. Il s'appelle « La musique est comme la peinture ». Est-ce pure abstraction? Alors moi, quand j'ai vu le tableau pour la première fois, ça fait déjà un moment, je me suis dit, ben finalement, il y a quand même quelque chose. La musique est comme la peinture. Pourquoi la musique? Parce qu'effectivement, on voit bien une sorte de portée. Vous voyez un peu en oblique là, hein, il y a 5 traits comme ça, et puis il y a des traits courbes. Alors pourquoi il y a des traits courbes? Pourquoi à gauche et à droite? Alors effectivement, c'est bien Picabia qui a mis ce titre-là, mais il a été inspiré, enfin toutes les sources documentaires vont dans le même sens, donc je pense que c'est fondamentalement vrai, par ça. Là on est en 1915, hein, et cette chose-là sort au début du XXe siècle, hein, c'est-à-dire c'est une planche qui vient de... C'est une planche irréelle d'ailleurs, qui trouve encore dans les bouquins, mais en fait qui est fausse, bon, ça, on discutera ça une autre fois, qui est la radioactivité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un échantillon radioactif, que vous le soumettez à un champ magnétique, eh bien, vous allez avoir la radioactivité alpha, c'est quelque chose qui va partir vers la gauche, la radioactivité bêta, c'est quelque chose qui va partir vers la droite, et puis, c'est pas une radioactivité, mais ce sont des rayons gamma qui partent tout droit, qui ne sont pas affectés par le champ magnétique. D'accord? Donc, il y a un rapport quand même entre art et science, quand même, quelque part, même si le tableau s'appelle la musique comme la peinture. Donc, c'est intéressant d'aller chercher d'où viennent les idées aussi. Alors, une lettre de Kandinsky à Schoenberg en 1911, et vous voyez, donc ça c'est une lettre, je vous envie beaucoup, votre traité d'harmonie est déjà sous presse, on a parlé d'harmonie tout à l'heure. Les musiciens ont vraiment de la chance, toute proportion gardée, de pratiquer un art qui est parvenu si loin, un art vraiment qui peut déjà renoncer complètement à toute fonction purement pratique. Combien de temps, on est en 1911, combien de temps la peinture devra-t-elle encore attendre ce moment donc de découplage entre réel et l'objet peinture? Et d'ailleurs, un certain nombre de tableaux de Kandinsky vont s'appeler composition. Là, celui-là, il s'appelle Fugue, improvisation maîtrisée 1914. Et Kandinsky écrit « La couleur est la touche, l'œil est le marteau, l'âme est le piano aux cordes nombreuses », qui réunissent bien les deux concepts musicaux et artistiques. Donc c'est pour ça qu'on finit par art et... Voilà, je crois que j'étais un peu trop long. J'espère ne pas avoir trop pinsonné, c'est-à-dire vous en avoir mis plein les oreilles. Je vais pas crier non plus, pas trop.
Et voilà, je suis comme le personnage qui est là, ben, j'attends vos questions. Merci. Il y a des micros à votre disposition. J'étais un peu long. On a 20 minutes, 20-25 minutes. Qui veut le micro? Ah bah, tout là-haut. Ça marche, oui. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais vous demander, non pas faire une réflexion, si vous n'abordez peut-être pas de manière volontaire, le rapport, alors je sais pas si c'est le son, excusez-moi, c'est pas le bon vocabulaire, avec le cerveau. Voilà. Deux illustrations par rapport à cette question, lien musique, enfin son, cerveau. Première chose, quand on devient quelqu'un de malentendant et qu'on est appareillé, tous les bons audioprothésistes vous disent qu'en dehors du fait qu'il faut s'habituer au niveau de l'oreille, il faut que le cerveau s'habitue à entendre des sons différents. La deuxième chose, le rapport subjectif au son, par exemple à la fin de votre exposé serait très intéressant. Moi, je n'ai pas entendu parce que j'entendais les pompiers passer. Voilà. Donc, quels sont les sons qu'on entend et qu'on n'entend pas? Autre exemple, vous avez une maman qui peut être dans un univers extrêmement sonore et qui ne va pas faire attention et qui va entendre son petit bébé qui gémit à peine parce que le cerveau trie les sons. Merci. Alors, je vais pas insister sur le cerveau parce que d'abord je suis pas biologiste, mais effectivement il y a un aspect, il y a non seulement un aspect de tri, de traitement du signal, mais il y a aussi un aspect culturel dans le fait qu'on dit ce son est harmonieux ou pas. Hein, par exemple, si vous allez écouter de la musique, je sais pas, japonaise par exemple, c'est quelque chose de très différent qui va nous heurter par rapport à nos standards à nous. Hein, mais il y a aussi un aspect culturel, c'est comme la vision et l'interprétation de la vision, c'est pareil, ça dépend beaucoup de la culture que vous avez et donc de ce que vous avez appris auparavant. Comme je l'ai dit au départ, ça rejoint la notion de perception. Il y a une perception sonore comme une perception visuelle, et dès qu'il y a le mot perception, ça veut dire qu'en arrière, j'allais dire en background, comme on dit en anglais, il y a cet aspect cerveau, idée, culture, qui sert à analyser les signaux. On n'analyse pas les signaux comme ça, on les analyse avec sa propre culture. Mais je ne suis pas biologiste, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas trop rentrer dans le détail. Une question ici. Oui, là, j'ai été surpris, pour pas dire choqué, mais peut-être que j'ai mal entendu. À propos des vibrations du tympan, vous aviez dit que le tympan vibrait sur une amplitude de 1/10 de nanomètre. 1/10 de nanomètre, ça représente l'échelle atomique. Ça veut dire que l'amplitude de vibration de la membrane tympan, c'est une rangée d'atomes, en fait. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Il y a un petit calcul qui existe et qui... qu'on fait en... Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait ça, je faisais faire ce calcul-là en Bac+4. Effectivement, on se donne une onde sonore avec son amplitude, sa fréquence, et on montre qu'effectivement, c'est de l'ordre, effectivement, du nanomètre, ou en dessous. Et oui, je maintiens. Quelque chose? Ouais, pardon. Moi, je suis intéressé par le La. L'évolution du La, vous avez cité plusieurs fois le 440. Moi, j'avais appris 429. Qu'est-ce qui se fait? Pourquoi on fait référence à cette note-là? Et pourquoi, dans un deuxième temps, la fréquence a changé? Alors, je pense, je suis pas sûr, mais je pense qu'en fait, on a pris le La 440 parce qu'il était beaucoup plus facile avec le 440 de le reproduire fidèlement. Il y a eu même, je crois, à un moment donné, des 29, des 37, enfin, il y a eu plusieurs fréquences. Et je pense qu'il était très facile de reproduire le 440 fidèlement, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, dans le monde entier, pouvait faire un La 440. Je crois que c'est essentiellement, je crois, hein, dans mes souvenirs, c'est essentiellement pour cette raison-là, de standardisation mondiale sur cette fréquence-là. Mais effectivement, on aurait très bien pu, enfin, rien n'empêcherait de prendre une fréquence différente. Alors, l'oreille, en fait, en gros, on est sensible, nous, de 300 à 3400.
Dans la téléphonie classique, avant les téléphones portables, disons l'ensemble des fréquences qui passaient dans le téléphone usuel, c'était en gros 300 Hz, 3400 Hz. Donc 440 n'est même pas au milieu. Donc c'est pas ça. Peut-être le maximum de sensibilité, enfin ça dépend des conditions, mais en gros on est plutôt au kilohertz, vers 1000 Hz. Donc non, dans mon souvenir, il me semble que c'est l'aptitude à être reproductible facilement qui a dicté le 440. Ceci étant, c'est un standard, on pourrait très bien changer, mais il faudrait que tout le monde change. Oui. Je peux y aller ? Pourquoi dans toutes les applications possibles de ce que tu viens de nous raconter, tu ne nous as pas parlé de yaourt? Pourquoi je n'ai pas parlé de yaourt? Pourquoi j'aurais parlé? Il me semble que tu as bossé sur le yaourt, enfin du moins dans ton laboratoire pour la matière. Non, mais c'est intéressant c'est une application. Il y a l'échographie, mais il y a ça aussi. Oui, alors je joue à la télé 7 jours, donc je vais vous rappeler l'histoire. En gros, les gens qui fabriquaient les yaourts, enfin qui les fabriquent d'ailleurs toujours, comment est-ce qu'on sait si le yaourt est fini? C'est-à-dire qu'en fait, les yaourts sont déjà préconditionnés dans tout leur emballage, on les met à chauffer, et puis au bout d'un certain temps, on estime que le yaourt est pris, on le sort. Mais pour savoir si tous les yaourts sont bons, de temps en temps, on prend un échantillon, donc il y a 6 yaourts, et puis on ouvre un yaourt et on regarde, et on mesure. Et donc l'échantillon est foutu. Donc les gens nous avaient demandé, est-ce que vous pouvez, de façon non invasive, c'est-à-dire sans perdre de yaourt, mesurer l'absorption par les ultrasons ou quelque chose avec les ultrasons, vous envoyez les ultrasons dans votre yaourt et vous nous dites, il est cuit, il n'est pas cuit. Enfin, il est bon à consommer ou pas. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il faut faire, on a déjà montré qu'il fallait faire des mesures concourantes d'acidité, en chimie le pH, pour que ça soit un tout petit peu plus concluant. Alors il y a aussi, alors là je vais dégoûter des gens, il y a aussi Nutella qui nous avait contactés en nous demandant, accrochez-vous aux ceintures, est-ce que vous êtes capable de détecter des mégots dans le Nutella? Parce que visiblement, donc il y a déjà une petite vingtaine d'années, visiblement il devait y avoir des ouvriers, il y avait des cuves de Nutella, on avait encore le droit de fumer dans l'atelier, et de temps en temps, hop, en avant. Et donc il y a des consommateurs heureux qui avaient dû retrouver des morceaux de tabac, des mégots dans le Nutella. Et ça faisait très très mauvais genre. Donc, pouvez-vous détecter, on n'a pas pris, pouvez-vous détecter les mégots de cigarettes dans le Nutella? Moi, je n'ai pas voulu le faire. Bon, j'ai 2 questions. Ma première question, c'est que j'ai mon chien qui ne supporte absolument pas les klaxons de la police ou des pompiers. Il pousse des hurlements absolument déchirants et j'ai l'impression qu'il souffre. Deuxième question, qu'est-ce qu'il en est de la voix de contre-ténor? Est-ce que c'est une question de longueur de corde vocale ou bien de respiration? Alors, c'est un peu les deux. C'était d'abord, alors je vais répondre à la deuxième, parce que la première, je suis totalement incompétent. Philippe Jarouski montre d'ailleurs que, en fait, il a 2 voix. Philippe Jarouski, il a sa voix qu'on connaît, artistique, et puis une voix normale avec laquelle il peut chanter. Mais donc, c'est une question d'élasticité. Il peut jouer plus facilement que d'autres avec ses cordes vocales. Et donc, du coup, il peut avoir une voix très très aiguë et très forte quand même. Ça, c'est le problème. Derrière de faire la résonance, parce que la cavité résonante, elle est ce qu'elle est. Et donc, on peut tous avoir des voix relativement aiguës, mais avec très peu de puissance. D'ailleurs, il y a certains critiques de musique qui ont critiqué Jarouski à un moment donné pour dire, oui, d'accord, il a des hautes notes, mais ça manque un peu de souffle. Ah oui, mais c'est la cavité derrière, il peut pas faire. Donc effectivement, les imitateurs ou les chanteurs, comme ça, qui évoluent vers les hautes fréquences, mais les imitateurs, c'est pareil, ont une souplesse dans les cordes vocales remarquable par rapport aux autres. Mais c'est un entraînement aussi. C'est comme, j'allais dire, un muscle. En fait, dans les cordes vocales, il y a 2 muscles, il y a 3 qui tiennent la corde vocale, et donc c'est un entraînement comme un entraînement musculaire. La première question, non, le chien, désolé. Oui. Moi, je voulais juste... je suis là. Là. Oui, d'accord. Et c'est vrai que quand on perd quelquefois le sens d'où vient le son. Oui. Localisation des sources, c'est un problème acoustique. Tout à fait. Mais moi, j'aurais voulu poser une question sur justement la perte d'audition. Et quand on passe un audiogramme, l'otorino vous dit, bon, vous avez une perte d'audition dans les aigus, ce qui est normal à votre âge.
Et pourquoi on perd davantage dans les aigus plutôt que dans les graves? Alors on perd aussi un peu dans les graves, c'est-à-dire qu'en fait le spectre, l'ensemble des fréquences, 16 Hz, 16 000 Hz, eh bien il fait un peu comme ça. Donc très peu là, mais beaucoup là. Ben, en fait c'est une question de vibration et d'élasticité. On perd forcément. C'est-à-dire, vous vous rappelez, je sais pas, il y a eu un épisode anti-jeune où il y avait des sifflets haute fréquence. Alors les vieux qui passaient à côté, ils s'en fichaient. Les plus jeunes, c'est peut-être plus gênant. Et donc effectivement, le spectre de fréquence utilisable par l'oreille s'appauvrit, donc diminue, essentiellement par les hautes fréquences, mais aussi par les basses fréquences, avec l'âge. En fait, les sensibilités des vibrations sont tellement... en gros, les hautes fréquences, ça se conçoit très facilement, parce que haute fréquence, ça veut dire que ça vibre beaucoup. 16 000 Hz, ça veut dire 16 000 vibrations par seconde. Donc vous voyez bien qu'il faut être très très élastique. D'accord? Par contre, les basses fréquences, ça va varier beaucoup plus lentement, mais c'est pareil, on va avoir du mal à suivre aussi. Il y a une zone moyenne dans laquelle on s'y retrouve. Mais on coupe le spectre par les deux bouts. Mais d'abord par l'haute fréquence, c'est vrai. Mais c'est encore une question de vibration et d'aptitude à vibrer. Hein. Oui, bonsoir. Quelle est la technique, en fin de compte, pour passer d'un système de musique à pleine fréquence à un système MP3? Je n'ai pas l'oreille absolue, personnellement, je ne vois pas de différence, moi. Alors, en fait, ça, c'est des questions de codage derrière de l'information. C'est-à-dire qu'on passe en numérique et on va coder les informations très différemment. Donc, en fait, ça, après, c'est une manipulation de traitement du signal. Alors, on joue sur le nombre de points. Alors, on peut faire des tas de choses. Une fois que vous avez numérisé quelque chose, c'est comme une image. Une fois que vous avez numérisé un signal, donc là, un son, généralement, c'est un signal à une dimension. Il y a une amplitude en fonction du temps. Vous numérisez, vous pouvez rajouter des effets, comme vous voulez. De la même façon qu'avec Photoshop, c'est du traitement de signal, mais à 2 dimensions. Une fois que vous avez numérisé un système, vous pouvez rajouter, retrancher, vous faites ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez, alors, effectivement, plus vous rajoutez, plus le système va être lourd, donc plus vous allez ralentir, finalement, pour la lecture. Donc, il y a un compromis toujours entre une électronique rapide et des signaux qui seraient sur échantillonnés ou des signaux sur chargés. Je vais à la grosse, hein. Mais en gros, alors, en numérique, on peut tout faire. C'est un jeu. C'est un jeu. Une fois que vous avez des échantillons, vous faites ce que vous voulez. Ça, évidemment, on ne savait pas faire. On sait faire ça depuis, une trentaine d'années, mettons. Vous savez que le théorème fondamental là-dessus, qui s'appelle le théorème de l'échantillonnage, qui est dû à Claude Shannon, en fait, ce théorème, c'est un théorème qui date, je crois, des années... il date aussi des années 52-53. Claude Shannon, je crois que son article fondateur est dans les années 50. C'est une science relativement récente, et en plus, il fallait, avant, on savait faire, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas les mémoires disponibles. Traiter beaucoup de données, c'est facile, mais encore faut-il avoir des processeurs qui aillent prendre toutes ces données en même temps. Donc, c'est essentiellement une question, il faut à la fois, effectivement, quelqu'un qui connaît bien la musique, au sens propre, figuré, et puis de l'électronique rapide à côté. Et qui dit électronique rapide, dit électronique chère. Après, c'est pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait du grand public? Est-ce qu'on veut vendre les systèmes, etc. On est plus dans des questions mercantiles, après. Comment dire, il me semblait que les basses fréquences, c'est celles qui transportaient le plus d'énergie. Alors pourquoi, pour ce qui est... Non, c'est pas... Enfin, pourquoi on n'utilise pas les infrasons? Enfin, qu'est-ce qui fait choisir les ultrasons dans les types de nettoyage par rapport aux infrasons? Est-ce qu'il y a une application des infrasons? Alors, je connais peu d'applications d'infrasons. Alors en fait, pour le nettoyage, il faut non pas raisonner en fréquence, mais il faut raisonner en longueur d'onde. Plus on monte en fréquence, plus la longueur d'onde est petite. Quand vous avez quelque chose à nettoyer, généralement c'est un tout petit truc qui est sale. Par exemple, les verres, voilà, autour des verres, là, par exemple, des tas de petites saletés, c'est petit. Donc pour aller titiller ces petites saletés, il faut avoir des petites longueurs d'onde, donc des hautes fréquences. C'est pareil, si vous voulez avoir, en gros, je peux un peu, si vous voulez aller accéder à certains petits défauts, il faut travailler en haute fréquence. En contrôle non destructif, on pourrait dire on va travailler en haute ou très haute fréquence. Le problème, c'est que quand vous montez en fréquence, vous absorbez plus. Les matériaux, plus on monte en fréquence, plus ils sont absorbants. Donc il y a une sorte de compromis entre le détail qu'on veut voir
montée haute fréquence, et l'absorption, parce que si vous êtes absorbé, vous recevez rien après. Vous voyez, il y a une sorte de compromis. Et la grosse idée, par exemple, de Dusik, c'est qu'il a travaillé à 15 MHz. Alors pourquoi? C'était le hasard total, il avait que ça comme émetteur. Hein. Et donc, effectivement, les échographies, aujourd'hui, se font, en gros, grosso modo, de 10 à 20 MHz. Maintenant, on peut monter en fréquence, on a le problème de l'absorption. On fait même de l'imagerie harmonique, comme on dit. Non pas à 10 mégas, mais à 20 mégas, au double. Oui, je voudrais savoir quelle est l'analyse que tu fais du phénomène des acouphènes. Alors ça, c'est de la biologie, c'est-à-dire que c'est un défaut où, effectivement, on va toujours entendre un bruit interne, finalement. Paraît-il, mais comme c'est souvent lié à des questions de stress, apparemment. Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est que, je vous ai dit à un moment donné, je ne peux pas répondre exactement à ton... mais je vais donner quelques éléments au moins. Je vous ai dit à un moment donné, il y a des vibrations, hein, et on va s'arranger pour faire des vibrations interprétables après. Mais on transforme à un moment donné ces vibrations en impulsions électriques. Ces impulsions électriques sont dues à des mouvements d'ions. Des ions sodium, des ions potassium, peu importe. Mais en tout cas, on sait que les médiateurs chimiques, quand on glande, eh bien, ces médiateurs chimiques peuvent aussi provoquer la circulation de ces ions. Et donc, du coup, si on subit un stress, ou si on a un stress, eh bien, voilà, on va avoir une circulation d'ions qui n'est pas forcément liée à un signal, mais où le stress va se retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, on est une machine chimique uniquement. Tous nos capteurs acheminent les informations vers notre cerveau par des mouvements chimiques d'espèces. Alors ces mouvements d'espèces chimiques sont chargés électriquement, ce sont des courants électriques. Et donc il y a plein de choses qui dépendent, qui agissent sur ces courants électriques. Et en particulier, tout ce qui est médiateur chimique, hein, l'acétylcholine pour le bas niveau, mais tous ces médiateurs chimiques jouent un rôle. Et donc, il y a un ensemble, il y a un faisceau de choses qui agissent, et donc après, c'est difficile de démêler le tien du mien. Mais ça peut jouer, oui. C'est une machine très compliquée, hein, savoir sous quel... Enfin, si on examine... Moi, je connaissais un tout petit peu plus le fonctionnement sur la rétine. Même aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même quelques zones d'ombre pour savoir vraiment comment se forme l'information qui va se propager dans le nerf optique. Il y a encore 2-3 choses où on n'est pas bien sûr. C'est extraordinairement compliqué. Et donc, il y a plein de facteurs qui jouent. Encore une ou deux questions, mais pas plus, parce que vous savez que nous devons libérer la salle. La différence entre bruit et son. Eh bien, vous prenez un amphi où il y a des étudiants. Le prof, il parle. Et puis, vous avez des étudiants. 2 étudiants parlent entre eux. Le prof estime, pour un étudiant ou l'autre, que ce qu'il raconte, c'est du son. Et la perturbation des 2 étudiants qui bavassent entre eux, c'est du bruit. Par contre, les étudiants, quand ils se causent entre eux, le prof, c'est du bruit, et le son, c'est bien du petit camarade. Tout est relatif. Alors, la dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler de la compression qui est utilisée dans la radio? Alors Est-ce que c'est généralisé, etc. Alors ça, c'est encore une fois du traitement du signal, hein, la compression de données. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai fait là. Là, on est en électronique, on est en traitement du signal encore une fois. Hein, donc en fait, le traitement du signal, c'est une science qui vise à traiter les données une fois qu'elles sont numérisées. Donc en fait, compression du signal, JPEG, MPEG, tout ça. Ah non, ça c'est l'égaliseur à ce moment-là. Les radios, en fait, elles ont modifié leur signal. C'est-à-dire que tous les niveaux sont à peu près les mêmes. Ah oui. Alors ce que vous voulez dire, par exemple, je change d'émetteur. Ce que vous voulez dire, c'est je change d'émetteur, que l'émetteur soit près ou loin, j'entends... Voilà. Alors,
la personne qui est devant vous pourra peut-être répondre. Ça s'appelle, dans des postes radio, il y a un dispositif électronique qui s'appelle le contrôle automatique de gain. C'est uniquement de l'électronique. C'est-à-dire qu'en fait, on amplifie toujours le signal, mais si le signal est trop grand, on amplifie moins. Vous voyez, le signal qui arrive par l'antenne est tout faible, et donc on amplifie à l'intérieur. Il y a un amplificateur. Et donc en fait, quand le signal est trop important, on amplifie beaucoup moins, ce qui fait que l'émetteur est à 50 mètres de chez vous ou à 10 km. Voilà. Donc ça s'appelle un contrôle automatique du gain. C'est une des fonctions qui est assurée par des zinzins électroniques. Quand j'étais prof en master ici, en master 1, eh bien je donnais effectivement l'étude d'un contrôle automatique de gain. C'était pas très jouissif pour les étudiants en tout cas, mais physiquement c'était intéressant. Voilà, ça c'est vraiment un dispositif électronique qu'on n'a pas nous, hein, parce que nous on subit les amplitudes sonores plein pot. Ben, merci infiniment Jean-Louis, on doit clore. Merci infiniment.